Et voilà, de retour, monsieur Laurent Martini, monsieur Grégory Campi, Effisport en force ce soir. Comment vous allez, les amis? Ça va plutôt bien. Nouvelle saison, on redémarre. Que ça fait plaisir de voir vos bouilles, d'être accompagné par deux personnages aussi extraordinaires. Voilà, c'est vraiment un bon moment. Ouais, bonjour les gars. J'espère que vous allez bien. Et pour une première, on va parler d'un sport qui me tient à cœur, hein. Un sport où Jérémy essaie depuis des années à atteindre un grand niveau, mais il n'y arrive pas. Mais un de ces quatre, il va y arriver. Et voilà, donc c'est cool, c'est sympa. On va se faire une bonne petite émission. On va s'éclater, on va parler de plein de choses et avec deux invités qui me tiennent à cœur personnellement. Petit à petit, on va les découvrir et je vais te laisser les présenter, Jérémy. Ouais, alors effectivement, à parler de tennis, hein, on va pas garder le suspense plus longtemps. Alors, c'est vrai que dans les aspects mentaux, c'est un sport qui attire parce que seul face à soi-même, une discipline voilà, qui demande vraiment des ressources. Et donc, on va accueillir un garçon qui est en train de faire une drôle de carrière, Stéphane Glohagen. Voilà, assez rapidement pour le présenter parce qu'il rajoutera à lui un petit peu son parcours. C'était un joueur, on va dire, de tennis très correct, mais très vite, c'est quelqu'un qui s'est orienté vers l'aspect coach, l'envie de transmettre, qui s'est spécialisé dans la préparation physique. Et puis, progressivement, il va nous raconter un petit peu les étapes de son parcours. Il a atteint un niveau en tant que coach assez impressionnant, puisque aujourd'hui, il est coach principal de Anna Bogdan, joueuse de tennis donc, mondiale, hein, classée au niveau mondial, et Donna Vekic, où il fait partie d'un staff aussi, où il est sur la prépa physique, et puis plein d'autres petites missions qui va nous expliquer aussi tout à l'heure. Voilà, donc c'est notre premier invité, c'est vraiment une personnalité du tennis aujourd'hui, quelqu'un qui compte, hein, que tu connais toi, Greg, personnellement. Ouais, et n'oublions pas que pour un premier invité sur cette nouvelle saison, il vient quand même avec en poche une médaille d'argent au JO de Paris. C'est pas rien, c'est voilà, puisque Donna Vekic a ramené l'argent et il va nous faire partager son expérience parce que c'est quand même exceptionnel. Alors, absolument. Ouais. Qui dit nouvelle saison dit nouveau contenu. On vous prépare plein de nouveautés sur la chaîne, des interviews, des analyses de contenu sportif, un nouveau regard sur la préparation mentale, comment on peut regarder le sport différemment. On tenait aussi à vous remercier donc, de nous suivre, d'être toujours là. Pensez aussi que la communauté se développe. Et fort de ça, pensez à nous soutenir, donc à vous abonner, mettre un pouce, partager. On a besoin de vous, on a besoin de développer cette communauté, on a besoin de faire passer le message d'Effisport. Ouais, alors le plaisir au service de la performance, hein, c'est nous ce qu'on recherche. Et c'est vrai qu'à travers le parcours de gens qui réussissent, on creuse et on se rend compte qu'il y a des similitudes, des manières de fonctionner, un état d'esprit assez similaire. Et puis dans un deuxième temps, en deuxième partie de soirée, on va accueillir Benjamin Campi, voilà, avec un nom qui sonne déjà star, tu vois. Et Benjamin, c'était un joueur de tennis très talentueux, qui n'a pas forcément eu la carrière qu'il aurait mérité. Donc c'est aussi ça, Effisport, c'est de comprendre qu'est-ce que des fois il nous a manqué pour atteindre le plus haut niveau. Et c'est vrai que c'est au niveau émotionnel souvent que ça va se jouer. Donc, on va aller le chercher un petit peu, Benjamin, puisqu'aujourd'hui, il est coach aussi, donc il veut transmettre des choses et son parcours va lui servir certainement pour accompagner des jeunes. Voilà, donc c'est un petit peu ça l'objet de la soirée. Je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on accueille notre premier invité, Stéphane Glohagen, tout de suite. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Stéphane et bienvenue donc sur cette chaîne Effisport. Et on est vraiment content et ravi de t'accueillir parce que ton parcours en dit long. Tu es passé aussi par l'Italie. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur voilà, ton cursus et ce qui aujourd'hui t'amène à être là avec nous ce soir?
Écoutez, ouais, je travaille au Piatti Tennis Center à Bordighera. C'est un centre d'entraînement qu'on a ouvert il y a maintenant 7 ans avec Riccardo Piatti, qui est lui un grand nom des coachs du circuit. Et notre idée, c'était de créer vraiment un centre comme un peu sur le modèle des centres de formation au foot, ce que certains ont pu connaître dans le foot comme Greg, comme beaucoup de joueurs. On, on a, il y a beaucoup d'académies qui sont dans la région, qui sont en France, en Europe, un peu partout dans le monde. Nous, on a vraiment voulu développer un concept nouveau qui soit un vrai centre d'entraînement avec une approche totalement différente sur le parcours de ces jeunes-là vers le haut niveau. Donc Ouais. l'idée, c'est vraiment de leur apprendre à jouer au tennis, évidemment, mais surtout le métier de joueur de tennis. Hmm. Ouais, alors c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus du coup? Parce que cette manière d'aborder le tennis qui est un peu différente, quelle est la particularité de ce centre du coup? Bon, on va dire que la particularité, nous, on prend en charge vraiment l'entraînement. C'est des choix familiaux, c'est des gens qui viennent ici. On fait pas d'hébergement, on fait pas de nourriture, on fait pas de scolarité. On prend vraiment en charge juste la partie entraînement. Et puis l'idée, c'est d'intégrer les familles dans ce parcours-là, sachant que c'est souvent des choix familiaux. On a voulu volontairement ouvrir ce centre petit. On a 4 cours. Les joueurs sont tout le temps 2 sur le terrain par entraînement, avec un coach, avec voire 2 coachs de temps en temps. On a démarré il y a 7 ans, on était 6 coachs. Aujourd'hui, on est 25 coachs tennis. On est 9 préparateurs physiques, 6 physios, tout ça pour 4 cours. Donc, ça fait vraiment un rapport, on va dire, encadrement, sur l'encadrement qui est de très, très haute qualité. Et l'idée, c'était vraiment d'accompagner ces jeunes-là dans ce mode de fonctionnement comme des sportifs de haut niveau au quotidien, quoi. De les encadrer vraiment, quel que soit leur niveau. Nous, on n'est pas là pour juger s'ils vont y arriver ou pas. Nous, on est là pour les faire progresser. Et On fait Steph, quelle est la aucune. différence entre un centre comme ça et l'Académie Moratoglou, pas très loin, à Cannes? Euh, alors, bah, tout diffère, tout diffère. En réalité, on est une petite partie de ce que fait Mouratoglou. Eux, ils ont 40 cours, nous, on en a 4. On peut vraiment pas comparer notre activité avec la leur. Par contre, nous, là où on va se différer, bah, on va être différent sur l'approche. Les jeunes, nous, ils font pas partie d'un groupe. On met les jeunes au cœur de leur projet. On met un encadrement autour de chaque joueur. Euh, et puis, ce qu'on essaye d'expliquer aux parents, c'est que quand ils viennent chez nous, ils viennent pas chercher un coach, ils viennent chercher un endroit où les enfants vont grandir. C'est un peu entre l'école, le centre de formation. Mais par contre, ils font pas partie d'un groupe. Ils vont pas avoir un horaire fixe, ils vont pas avoir un groupe fixe, ils vont pas avoir un entraîneur fixe. Ce qu'on veut, c'est les faire grandir, pouvoir s'adapter, nous, à leur rythme à eux, à leur moment, à leur évolution. On fait un programme quotidien, c'est-à-dire que tous les jours, le programme, il sort la veille au soir pour le lendemain. Et du coup, ça va leur demander à eux beaucoup d'adaptation, comme ça demande à nous. On part du principe que c'est un des critères de la performance, cette capacité à s'adapter. Donc, on se l'impose à nous-mêmes comme on essaye de la développer chez les jeunes et chez les familles et chez les parents aussi qui accompagnent ces enfants-là sur ces projets-là, quoi. Et vous avez des coachs mentaux au centre ou On a aussi des des coachs intervenants? mentaux, on a aussi des préparateurs mentaux, on collabore avec Riccardo Ceccarelli, qui lui a développé tout un programme d'entraînement des pilotes de Formule 1 depuis 20 ans, Alors, du plus jeune âge. est-ce que c'était l'outil quand je suis venu visiter le centre? Voilà, c'est ce que tu as connu, ce que tu avais pu Ah, expérimenter quand tu étais c'était venu. incroyable. C'était incroyable. C'est tout un travail sur la prise d'information, sur la gestion des émotions, sur tous ces aspects-là qui vont avoir plus d'effet sur le long terme que sur la performance, on va dire, dans un premier temps. On remarque que les enfants qui suivent ce programme, ils vont avoir plus de constance dans leur entraînement, plus de concentration, une meilleure gestion des émotions,
Faut savoir que dans le tennis, comme dans beaucoup de sports, il y a beaucoup de hauts, de bas qui sont liés aux résultats, qui peuvent être liés aux blessures, qui peuvent être liés à beaucoup d'événements aussi et d'éléments extérieurs. Et on se rend compte que grâce à ce suivi-là, cet accompagnement-là, eh ben, ils arrivent à avoir une meilleure constance sur l'entraînement. Et puis, du coup, la progression, eh ben, elle va être souvent plus rapide. Oui, c'est un travail évidemment qui ne se fait pas à court terme. Est-ce que tu pourrais, pour les gens qui nous écoutent, qui ne comprennent pas forcément ce que ça veut dire travailler sur la gestion des émotions, nous donner un exemple du travail qui peut être fait justement avec des jeunes en formation? L'idée, c'est nous, ce qu'on essaye, c'est de recréer des situations de stress. Ça peut être de la recherche d'informations, de la résolution de problèmes, des courses, des compétitions entre eux, des compétitions contre d'autres personnes, des compétitions contre eux-mêmes aussi. Ces programmes-là vont développer du stress, on va dire, et les personnes qui sont, on va dire, chargées de les encadrer vont leur apporter différentes options pour gérer ces stratégies-là de gestion des émotions. D'accord, donc si je comprends bien, ça se passe sur le terrain, dans des scénarios, Non, entre guillemets? Non? non, ça se fait sur des écrans, D'accord. c'est des écrans tactiles, des grands téléviseurs. Et puis, ils ont une analyse un peu cérébrale, enfin, ils ont une Ok. analyse, ouais, une analyse cérébrale. On va, à partir de quelle activité, de quelle partie cérébrale va être activée, on va pouvoir interpréter quelles sont leurs pensées. Euh, Ils ont aussi un cardiofréquencemètre. On va pouvoir mesurer la fréquence cardiaque au cours de l'exercice. Mhm. On se rend compte que même en restant assis, quand ils vont être confrontés à des solutions problématiques, le cardio peut augmenter, le cardio peut évoluer à différents moments de l'exercice, de l'entraînement. Et puis là-dessus, les coachs vont travailler avec eux sur les stratégies à adopter dans certaines situations pour gérer aussi bien les hauts, ça peut être des émotions des fois très très positives qui peuvent avoir des effets très ravageurs aussi. On pense souvent que c'est les défaites qui brisent un peu les élans. Ça peut être aussi les grandes victoires ou les grandes émotions qu'il faut apprendre à gérer aussi. Donc nous, on essaye vraiment de les amener à ce calme, à cette concentration, à cette confiance en soi, à cette estime de soi, travailler sur tous ces aspects-là. Moi, j'avais adoré ce moment, Steph, tu te souviens? Au début, il me met ce bandeau sur la tête, le cardio-fréquence-mètre et tout. Puis il me dit, bah, Greg, c'est très simple, regarde, il y a 4 voitures. Le but, sur l'écran, c'est d'arriver le premier. Et puis bon, toi, tu pars, et puis finalement, ils font en sorte que tu sois suivi, puis de plus loin, Donc, tu es relâché, tu es tranquille, tu te dis, puis petit à petit, la voiture, elle commence à te rattraper, puis tu commences à te dire, ah, mais là, elle me rattrape, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'accélère? Mais en même temps, si tu accélères, tu utilises l'usure des pneus. Donc, tu te dis, oui, mais donc, du coup, tu vas Yeah. moins vite. Du coup, tu commences à réfléchir. Et en fait, d'un truc où j'avais dit à Steph, Steph, ça va, je vais y arriver à faire le rond, un tour comme ça de piste. Il m'a dit, tu te souviens, tu m'as dit, bah, vas-y. Ben, en Et fait, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que en fonction de l'activité cérébrale, plus on va dire le cortex, plus la partie cérébrale va s'activer, plus la voiture va ralentir. Plus l'athlète, le sportif va rester calme, plus la voiture va aller vite. Hmm. ah Donc, non, mais c'est c'était. super intéressant. Tu te souviens pas, mais j'avais filmé et je t'avais envoyé cette vidéo. Je te l'avais Oui, envoyé. je Voilà. vois Et très bien de quoi il s'agit. c'était incroyable. Après, bien sûr, pas tous les centres peuvent se permettre Non, financièrement mais d'avoir un outil comme ça ça. fait le lien avec ce que nous, aujourd'hui, on prône. On voit bien que l'imaginaire et ce qui se passe dans le cerveau s'active autant quand on est en train de penser à quelque chose que quand on est vraiment en situation. Et je crois que c'est ça que ça met en valeur. Et là, on peut travailler grâce à ces outils-là sur les C'est ça. stratégies pour mieux gérer le stress, pour effectivement rester dans des ressources de sérénité. C'est ça que tu nous dis, de calme. Et ce lien entre le cerveau et l'imagination, il est assez fou, quoi. C'est hyper puissant. Mais tu vois, j'ai hâte de recevoir Benjamin tout à l'heure, puisque Benjamin étant resté 6 ans aux États-Unis, et souvent Laurent nous dit que les États-Unis ont 10 ans, 20 ans d'avance sur l'Europe, d'accord? J'espère que Benjamin va nous dire oui, oui, ça, dans l'université où j'étais, ça existait, j'y ai pratiqué, tout ça. Mais voilà, après, c'est quand même des outils. Je pense,
Tu as le tarif de cette machine, Steph ou... Non, je sais pas du tout. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont. On est le premier sport hors sport automobile à travailler avec eux. Enfin, en tout cas, à l'époque où on a démarré notre collaboration. Maintenant, il y a beaucoup de skieurs aussi. Il y a Michaela Schifrin qui travaille avec eux. Il y a beaucoup de skieurs qui vont aussi là-bas à Milan parce qu'ils ont un labo là-bas aussi. Mais au départ, ils étaient essentiellement vraiment sur du pilotage, de rallye, de Formule 1. Et depuis 20 ans, et puis après, au détour d'une rencontre avec Riccardo Ceccarelli, on a eu cette idée de démarrer cette collaboration dans le tennis avec Riccardo Piatti, avec le centre. On a formé des intervenants, des coachs mentaux ici, et puis des anciens joueurs de tennis qui sont passés de ce côté-là aussi. Et nous, dans notre idée vraiment d'encadrer ces jeunes-là à 360 degrés, en tout cas le mieux possible, on tenait vraiment à développer cet aspect mental aussi de l'entraînement, mais on voulait vraiment que ça soit de l'entraînement mental, pas de la préparation mentale. On voulait distinguer ça on voulait vraiment que les gens prennent ça comme une aide à la performance. Ils viennent pas ici parce qu'ils ont un problème, comme des fois on peut avoir un peu cette approche-là, ou comme souvent les familles l'interprètent, ah, il faut qu'on l'envoie chez le préparateur mental parce qu'il ne sait pas gérer. Non, ils savent gérer. C'est souvent des enfants qui sont bien plus matures, mûrs et que la normale. Ils savent gérer tout ça, mais ils ont malgré tout besoin de s'entraîner, d'apprendre, de développer des stratégies, comme ils ont besoin d'aller sur le terrain, comme ils ont besoin d'aller au physique. Ils vont pas à la salle de fitness parce qu'ils ont un problème, ils vont là parce qu'ils ont un projet, parce qu'ils ont un challenge. Donc, on a vraiment essayé d'avoir cette approche-là. Et aussi, ce qui est intéressant dans ce centre, Jay et Lolo, c'est qu'ils peuvent croiser aussi des top 10 du tennis mondial, hein, Steph? Ouais, on a beaucoup de joueurs qui viennent aussi au centre. On a beaucoup de joueurs qui viennent s'entraîner chez nous, qui viennent faire du physique, qui viennent voir nos physios, qui viennent. Donne-nous quelques noms, fais-nous un peu saliver. Bon, on a eu Sinner déjà en formation chez nous. Il est resté 7 ans chez nous. Numéro 1 mondial aujourd'hui. Qui est aujourd'hui numéro 1 mondial, qui a gagné récemment l'US Open, cette année l'Open d'Australie et l'US Open. Donc lui, c'est un joueur qui a fait, on va dire, une grande partie de sa formation chez nous. Et puis après, on a beaucoup de joueurs comme Berrettini, Zverev, Djokovic, Dimitrov, Wawrinka, qui viennent assez souvent. C'était pas aussi innocent et anodin de choisir Bordighera et sa proximité avec Monaco, sachant qu'il y a beaucoup de résidents de joueurs de tennis résidents sur Monaco. Et sachant que moi, je m'occupe de tous les joueurs de tennis qui sont résidents sur Monaco dans la mise en place de leurs entraînements avec leurs équipes, avec leurs coachs, etc. C'est sûr que c'est un contact un peu privilégié qui fait que ça nous permet de faire grandir ces jeunes-là au contact de ces joueurs. Et voilà, et je pense, voilà, moi je pense, tu as fait une belle transition parce qu'il faut savoir que ce garçon que vous avez en face de vous, moi je le kiffe, mais je le kiffe grave pour plein de raisons. La première, petite anecdote, comment on se rencontre. Alors vous allez rigoler, parce que quand j'arrête ma carrière de footeux, il y a à peu près 20 ans, 18 ans, je me lance dans le tennis. C'est-à-dire, j'ai encore une bonne condition physique, j'ai le genou qui tient encore, passionné de tennis. Je me lance dans le tennis avec mon frère, avec le coach Puel aussi qui était en stand-by, et on commence à faire les tournois, et on fait les tournois de Cannes, on fait 2 tournois par jour, vraiment. Et je passe de non classé à un très bon classement qui a été 15-1, et je viens jouer le tournoi de Beaulieu où Stéphane travaillait. Il travaillait au bar, il s'occupait un peu de tout et tout ça. Et je passe 6, 7, 8 tours, hein, voilà. Et il faut savoir que quand on fait des tournois comme ça, alors les premiers tours ça va, mais les deuxièmes tours, souvent les mecs qui pensaient un jour être tennisman professionnel, mais qui en fait n'avaient aucune qualité pour être… C'est les pires ceux-là, mais c'est les pires. Mais vraiment, donc mentalité catastrophique, ça triche, bon, enfin bref, mais moi je me régalais. Et je tombe sur Stéphane qui était un faux classement, puisque comme Steph,
avait de grosses qualités de tennisman, mais faisait très peu de tournois. Il avait un classement moyen. Et je me retrouve contre lui. Et en fait, dès les balles d'échauffement, je comprends que ça va être très, très compliqué, mais vraiment. Et en fait, tout le long du match, ben, j'ai en face de moi. Alors, dès le départ, dès le début du match, on commence à parler foot. Bon, il savait que j'étais ex-footballeur. On commence à parler de foot. Il me dit qu'il avait fait son stage de prépa à l'AS Monaco avec Claude et tout ça. Donc, on sympathise, mais moi, je ne veux pas sympathiser parce que je veux juste le tuer, en fait. Je veux juste le manger. Et je m'accroche. Et en fait, voilà, ce match, il aurait pu me mettre 0 et 0, 6-0, 6-0, mais avec les deux doigts dans le nez. Et en fait, il gagne 6-4, 6-4. Et en fait, il me donne un cours de tennis sans s'énerver, mais il ne veut pas m'écraser. Et je me dis, putain, mais ce mec, en fait, j'arrive pas à sortir ce qui fait ma force, c'est-à-dire je veux tuer le mec d'en face. En fait, ce mec, je l'aime, en fait, je ne peux pas le tuer. Et voilà, et il a préféré jouer avec moi, s'amuser, mais vraiment sans faire une seule fois, ouais, ou quoi, rien. Et à la fin, aujourd'hui, c'est devenu un de mes meilleurs amis. Alors, pas grâce à ça, parce qu'après, j'ai découvert d'autres qualités, mais on s'est rencontrés comme ça. Et c'est une super anecdote. Et quand je te dis, quand je t'ai parlé de lui, Jay, où tu trouvais ça bizarre, tu me disais, et comment voilà, de ce qu'on a parlé. Et en fait, Steph, en fait, il est comme ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu le faire venir. Et déjà, bon, vous avez compris un petit peu aujourd'hui avec qui il travaille, comment il travaille. Mais moi, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, derrière un bar, à servir des packs citron et avoir une unité incroyable. Justement, ça va faire la transition. Ça va faire la transition parce que on va parler plus de toi, si tu nous le permets. Du coup, Sévan, moi, cette anecdote, elle est révélatrice un peu de ta personnalité. C'est vrai que dans le sport de haut niveau, souvent, on a cette idée, alors moi qui viens du monde du football, où il faut écraser l'autre pour réussir. Et c'est vrai que dans la manière de te raconter, Greg, quand il te raconte, ce qu'il vient de décrire là dans l'anecdote, c'est ce qui nous a marqué. Alors j'aimerais que tu nous expliques un petit peu qui tu es, comment tu as grandi, parce que c'est assez étonnant d'entendre quelqu'un qui atteint le haut niveau. Et moi, ça me donne beaucoup d'espoir, hein, je te dis clairement, en ayant cet état d'esprit, on a le sentiment beaucoup de patience, sans jamais s'affoler, sans voir des choses incroyables. Il y a souvent cette impatience de réussir. Et toi, on dirait que c'était hyper fluide, c'est simple, tu restes toi et tu es vraiment dans de la bienveillance, quoi. Donc, j'aimerais bien comprendre comment tu t'es formé, comment tu as grandi. Voilà. C'est vrai que étant jeune, j'ai peut-être pas eu cette âme de compétiteur, cette âme des champions que j'ai pu rencontrer après par la suite. C'est sûrement ce qui m'a manqué moi en tant que joueur. Je pense oui, que j'ai jamais eu cette âme vraiment de compétiteur. J'en ai pris très tôt conscience. Ça m'a pas empêché de m'éclater dans le tennis. J'ai grandi dans des clubs. J'ai eu des profs qui ont pris soin de nous comme des grands frères, qui nous ont vraiment éduqués bien au-delà de seulement nous apprendre à jouer au tennis. Mais ils venaient nous chercher à la maison, ils nous amenaient au club, on passait la journée avec eux, on travaillait avec eux, on était leurs assistants, on faisait tout dans les clubs, on travaillait, on faisait le service à midi dans le club où on était. Ça a vraiment forgé, on va dire, nos personnalités. On était un petit groupe comme ça, assez soudé, avec un prof qui pouvait vraiment nous faire ce qu'il voulait, quoi. Il nous faisait, on allait dans d'autres clubs, on taillait les arbres, on coupait l'herbe, on a rencontré tous les profs de l'arrière-pays comme ça. C'est vraiment une adolescence qui m'a beaucoup marqué, que j'ai adoré. J'ai adoré ces rencontres, j'ai adoré lui, sa façon de voir les choses, la manière dont il faisait son métier, la manière dont il animait le club. C'est sûr que ça a beaucoup compté pour moi. Après, en prenant conscience de ça, c'est sûr qu'on ne s'oriente pas forcément vers de la compétition, en tout cas pas du haut niveau, ça c'est sûr. Ça m'a pas empêché de faire des tournois, ça m'a pas empêché quand même d'aller essayer de grappiller des classements, de gagner des matchs, parce que c'est aussi, on va dire, l'âme du tennis, quoi. C'est de faire un match, donc j'ai fait des tournois, en restant dans la région, je suis pas allé sur le circuit, etc.
Mais j'ai grandi comme ça, j'avais quand même un bon niveau. Et puis j'ai après eu l'occasion de faire sparring pour des joueuses au départ. J'ai eu la chance d'être le sparring de Cathy Tanvier qui était numéro un française. Donc j'avais 15 ans et puis 15-16 ans. Et puis j'ai eu l'occasion de faire sparring avec Cathy Tanvier qui était top 20, top 10, top 20 peut-être WTA à l'époque. Et puis bah, elle a adoré, on a eu un super feeling, un super rapport. C'est vrai que j'ai commencé à côtoyer, on va dire, le haut niveau là, à ce moment-là. Et puis après, je me suis entraîné avec des jeunes du sport-études, des Combes à l'époque, qui eux ont gagné des titres de champion de France, donc des moins de 16 ans, moins de 18 ans. Donc je voyais que ces gars-là allaient loin, jouaient bien. Moi, j'avais pas les mêmes qualités mentales, mais j'avais des qualités physiques, j'avais des qualités techniques, je pouvais jouer avec eux régulièrement, je sentais que ces gars-là étaient contents de jouer avec moi aussi. Donc j'avais plus l'âme d'un sparring en tout cas que d'un compétiteur. Et puis je me suis vraiment éclaté dans ce rôle de sparring. J'ai gardé des contacts avec Cathy Tanvier encore là qui m'a envoyé un joueur au centre il y a quelques mois. Donc ça m'a permis de faire des rencontres vraiment géniales. Et puis en prenant conscience on va dire, de mon profil avec mes qualités, mes lacunes aussi, je me suis très vite orienté vers l'idée de devenir entraîneur. Donc voilà comment je me suis orienté sur l'entraînement. C'est là où je te coupe et c'est là où Jay et Lolo, vous allez m'éclaircir. Je voyais Stéphane évoluer. Je le voyais parler, on échangeait beaucoup. Je le voyais aussi travailler avec, il n'a pas cité, encore une fois, parce qu'il est humble et ce n'est pas quelqu'un qui se met en avant, mais il a quand même travaillé avec une des plus grandes joueuses de tous les temps du tennis féminin qui est Justine Hénin. D'accord ? Et je le voyais faire, puisque j'y allais, puisque j'étais ici. Voilà, Justine Hénin. Okay. Justine allait chez Greg aussi, on a fait quelques soirées, on a mangé à la maison, on a eu l'occasion vraiment de passer beaucoup de temps ensemble. Voilà, mais je voyais comment Justine regardait Stéphane dans le travail. Voilà, elle avait une confiance totale. On parle de la meilleure joueuse au monde à l'époque. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire… voilà. Et à chaque fois, je disais à Steph, mais Steph, mais tu vas te lancer un peu, tu vas te bouger le cul un peu, tu vas aller me chercher un peu tout le monde. Et il avait toujours la même réaction de me dire, tranquille, ça va arriver, mais tranquille. Voilà, pourquoi on est bien là, on est… Voilà. Alors, je sais qu'il a… Mais je ne le prends pas comme un manque de confiance. Ce n'est pas quelqu'un qui a un manque de confiance en lui. Mais je n'ai jamais réussi à lui faire sortir pourquoi il me sortait toujours tranquille. Aujourd'hui, il a raison, puisque je le vois évoluer avec Donna, avec Anna. Au centre, vous avez compris que c'est du très haut niveau. Voilà, il est arrivé là où il voulait, mais moi, je suis persuadé qu'il peut arriver encore plus haut. Et si je lui dis encore aujourd'hui, Steph, c'est bien hein, le centre Piatti, Bogdan, mais va plus haut, je sais ce qu'il va me dire. Qu'est-ce que tu vas me dire, Steph? Non, mais je pense que ouais, si ça doit venir, ça viendra. Et puis voilà. Aujourd'hui, ce parcours qui m'a mené jusque-là où je pense que j'aurais rêvé d'arriver quand j'étais petit, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance cet hiver d'organiser des semaines d'entraînement avec Rune pour Boris Becker, ses essais en tant que coach. J'ai eu l'occasion de croiser Agassi avec quand il s'occupait de Grigor Dimitrov. C'est sûr que côtoyer tous ces gens-là, aujourd'hui, c'était un rêve de gamin. Et cette expérience-là, cette capacité, cette chance de pouvoir côtoyer tous ces joueurs-là, d'avoir cette richesse, d'avoir différentes générations, différentes façons de vision du sport, du tennis, différentes visions de la performance. Ouais, je suis persuadé que de toute manière, je pense que le métier d'entraîneur, c'est un métier à maturité. C'est vrai qu'il y a des entraîneurs jeunes qui sont bons, mais la plupart des bons entraîneurs, ça reste quand même des entraîneurs d'un certain âge, qui ont une certaine expérience, qui ont un certain recul, qui vont être capables de gérer justement ces hauts et ces bas avec un peu de recul.
qui vont avoir souvent un coup d'avance par expérience, qui vont savoir où mener leurs joueurs, par où les faire passer, par où ils vont passer aussi. Du coup, c'est vrai que je pense que c'est un métier à maturité, hein. Donc, quand on est jeune, on a plus intérêt à faire assistant des anciens qui vont nous transmettre toute cette expérience et puis l'expérience qu'on va acquérir au contact des joueurs pour pouvoir un jour prendre ses responsabilités et être en mesure de prendre des décisions et Alors, voilà quoi. je vais me permettre, Stéphane, de creuser parce que c'est quand même assez atypique d'entendre ce genre de discours. J'ai compris que très tôt, tu as compris en tant que joueur que ta priorité, ce n'était pas forcément le haut niveau. Du coup, tu as des qualités, mais tu as vite compris que ce n'était pas forcément ça qui t'animait, c'était plutôt le partage. Et d'ailleurs, ton école aujourd'hui, tu nous la racontes comme ça. Par contre, moi, ce qui m'interpelle beaucoup, parce que c'est vraiment ce qu'on vit, nous, qui est très différent, et là, tu nous amènes une stratégie peut-être de réussite, hein, finalement, c'est que en général, quand les jeunes ils sont connectés à leurs rêves, mais même nous, hein, j'ai envie de dire, quand on a vraiment envie de Mmh, réussir quelque chose, il y a une sorte de pression qui se met en place. Il y a du stress tout à parce qu'il y fait, a aussi ouais, les ouais. attentes de l'environnement, il y a les parents, etc. Et toi, en fait, c'est bizarre parce que en tant que joueur, tu as vite accepté là où tu avais envie d'aller. Mais surtout, c'est après, une fois que tu. Est-ce que tu te projetais comme un entraîneur en te disant je veux un jour être dans le haut niveau? Et comment tu as fait, si c'est le cas, pour garder cet esprit de calme, de se dire ça se fera tranquillement, sans finalement, j'ai l'impression, de te mettre de pression. C'est fou. Si, la pression, on se la met et je pense que justement, au contact des joueurs, c'est peut-être même plus grâce à eux que j'ai appris à gérer cette pression-là. Je pense qu'étant jeune, j'avais vraiment du mal à la gérer et j'essayais vraiment de l'éviter. Et par contre, au contact de ces champions, quels que soient leurs résultats, euh, j'ai appris que eux, ils arrivaient à faire les choses sous la pression. Eux, ils cherchent pas à éviter la pression. Hmm. Et au contraire, c'est ce qui leur procure de l'adrénaline, c'est ce qui leur procure de la motivation. C'est ce que j'ai appris au contact de joueurs. Même j'ai accompagné Alizé Cornet pendant 9 ans, par exemple, de 9 ans à 18 ans. Et elle avait cette façon de voir les choses très jeune que je pense qu'on l'a ou qu'on l'a pas. Elle avait cette façon de gérer le stress, la pression, la frustration, euh, cette capacité-là énorme. Elle pleurait tout le temps, elle chouinait tout le temps, mais c'était sa première qualité. Alors que de l'extérieur, tout le monde disait que c'était un défaut. Tout le monde me disait, ah, il n'y arrivera pas, celle-là, elle fait que chouiner. Et nous, de l'intérieur, on voyait ça comme sa première qualité parce que quand elle pleurait, c'est là où elle devenait dangereuse. C'est Hmm. là où elle s'accrochait le plus, c'est là où elle se concentrait le mieux, c'est là où. Donc, j'ai pu me rendre compte qu'il y a des enfants que, ben, c'est vrai que quand ils pleurent, ils perdent tous leurs moyens, ils abandonnent, on va dire. Et puis, il y a ceux qui savent gérer cette pression-là. Ouais, Donc, tu veux dire après, qu'ils savent s'en servir pour en faire une force, en fait. ah ouais, 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 pour eux, tout est motivation, tout est un Hmm. challenge, tout est. Il y a du vent, c'est une motivation, il y a une injustice, c'est une motivation, il y a. Pour les autres, c'est un motif d'abandon, d'énervement. Pour eux, tout est motivation. Tous les motifs, tous les motifs. Et Moi, c'est vraiment ça. tu as parlé des parents tout à l'heure là, dans ton discours. Alors nous on connaît l'entourage des parents dans le football qui est catastrophique, qui a un impact d'une négativité incroyable pour les enfants. Euh, et dans le tennis, pour toi, les parents, ça rejoint un petit peu les parents du football ou c'est un petit peu plus discret? Moi, je pense que c'est pareil un peu dans tous les sports. J'ai pu voir un peu dans le foot aussi. Je pense que dans le tennis, on n'est pas épargné par ça non plus. Et on le sera nulle part. Ces enfants-là, ils sont forcément accompagnés de leurs parents. C'est les premiers supporters de ces projets-là. C'est eux qui payent tout. C'est eux qui les accompagnent, qui vont les chercher, qui les ramènent, qui prennent des décisions de vie. Parce que pour venir nous, on a des gamins qui viennent des quatre coins du monde vivre à Bordighère pour s'entraîner. On a des Indiens, on a des gamins qui arrivent d'Inde, qui arrivent de tous les pays, quoi, de tous les continents. C'est avant tout des choix familiaux, quoi. Donc,
C'est sûr que les parents, ils arrivent là, ils savent pas. Je pense à nous de les encadrer aussi, quoi. C'est ce qu'on essaye de transmettre à nos coachs et de leur dire, les parents, ils font partie du projet et notre job, c'est de les faire grandir avec ce projet-là, Ouais, quoi. de les faire rentrer dans le projet, quoi. De les impliquer à fond. Nous, notre rôle, c'est ce qu'on explique aux enfants, eux, au centre, c'est d'apprendre à vivre ensemble, entre eux, quelles que soient les religions, quelles que soient. Donc ça, c'est notre vision à nous des choses. Et ce qu'on explique aux coachs, c'est de dire, nous, ce qu'on veut, c'est apprendre à travailler ensemble. Les joueurs autour d'eux, ils ont besoin d'une équipe qui sait travailler ensemble. C'est pas un préparateur physique qui prend le relais d'un physio, qui prend le relais d'un entraîneur tennis, qui prend le relais du manager, qui prend le relais du prépa. Non, c'est toute cette équipe qui doit apprendre à travailler ensemble, Ouais, alors à attends, je te ramène communiquer. sur les parents parce que c'est intéressant ce que tu dis. Tu dis que les parents, ils font partie du projet et il faut les faire grandir. C'est assez génial d'entendre ça. Euh, Tes propres parents à toi, ils ont grandi avec toi dans ton projet tennis? Ouais, je pense que ils m'ont vu, ils m'ont amené au tennis petit, comme on en voit son enfant faire du sport, du tennis, du basket, du foot, ou à la garderie. Et puis après, ils ont vu que ça me plaisait, ils m'ont accompagné, ils ont cherché à ce que je m'épanouisse là-dedans. Aujourd'hui, bah, mes parents sont toujours là, ils me voient évoluer comme entraîneur, ils me voient voyager, ils me voient partir, ils me voient au contact de. Ouais, je pense qu'ils ont appris à me connaître à travers mon activité, à travers ce sport, à travers ces gens-là. Et ouais, je pense qu'ils ont beaucoup changé de point de vue, de vision, du petit qu'ils accompagnaient au tennis aujourd'hui à celui qui accompagne ces joueurs-là et qui a la chance de croiser ces gens j'avais leur poster dans ma chambre, des Ivanisevic, des Becker, c'est sûr que j'ai eu cette chance de croiser ces gens-là. Quand je partage ça avec mes parents, je sens que eux, ils font, on va dire, ils ont le rapport entre le petit que j'étais et qui rêvait de ces gens-là et qui aujourd'hui les côtoient, on va dire, C'est quotidiennement quasiment, quoi. c'est marrant ce que tu dis. Tu dis, ils m'ont vu grandir et ils ont grandi avec moi à travers mon sport. Et j'aimerais creuser un peu parce que on se pose souvent la question, donc comment, même en tant que parent, comment on peut accompagner ses enfants? Tu penses qu'il faut pousser un enfant quand il a des qualités? Tu vois, toi, tu nous dis, bah, moi j'avais des qualités, peut-être qu'il m'a manqué cet esprit de compétition. Est-ce qu'il aurait fallu te pousser ou est-ce qu'au contraire, il faut accompagner en laissant l'enfant avancer à son rythme? Comment tu vois ça, toi, dans ton parcours en fait? Moi, je pense il faut arriver à déceler un peu le caractère de l'enfant d'abord. Je suis pas certain que si on m'avait poussé, peut-être j'aurais pu combler, on va dire, cette lacune-là. En tout cas, peut-être pas à ce moment-là, peut-être pas si jeune. Peut-être que je l'ai compris après, quand je suis devenu entraîneur, parce qu'aussi, eh ben, avec l'âge et avec un peu plus de maturité, un peu, je sais pas, mais je pense que nous, ce qu'on recherche, c'est avant tout de faire en sorte que chacun prenne ses responsabilités, que les enfants ils comprennent que c'est un grand challenge, que ça demande une énorme maturité, que ça leur demande beaucoup d'efforts, plus que de sacrifices, et que ce sont ceux qui vont être vraiment capables d'accepter beaucoup de frustration, d'accepter beaucoup de pression, d'accepter. euh, on va vite voir les caractères des enfants un peu s'affirmer dans ces situations-là, quoi. Et peut-être même plus en dehors du terrain à cet âge-là que sur le terrain. Ouais, donc là, le rôle des Euh, parents, il est très différent. Effectivement, c'est soutenir, c'est accompagner, c'est aider à dépasser ces moments quand c'est le ouais, en projet tout de cas, le l'enfant. rôle des parents, il est vraiment de laisser les enfants s'exprimer, quoi. On les encourage vraiment là-dessus, de ne pas parler à leur place, de ne pas nous présenter leur enfant comme le prochain numéro 1 mondial. Nous, de toute manière, on l'entraînera, qu'il soit numéro 1, qu'il soit numéro 10, qu'il soit numéro 100, on l'entraînera. Notre centre, on l'a conçu de cette manière-là pour pouvoir gérer chaque enfant à chaque moment. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un Yannick Sinner qui est numéro 1 mondial. On peut dire aux parents, nous, on peut récupérer un enfant de 10 ans et l'amener jusqu'à numéro 1 mondial. On prétend pas qu'il est arrivé là grâce à nous. Par contre, on peut dire
on lui a amené à chaque étape de son parcours ce dont il avait besoin. Moi, quand j'accompagnais Alizé Cornet ou quand j'ai eu l'occasion de faire partie du team de Justine Hénin, on a bien conscience que ces gens-là, ils ne sont pas là grâce à nous. Ils seraient là avec n'importe qui d'autre. Ils ont des qualités énormes, ils ont une volonté énorme. On a l'impression que rien ne les arrête, quoi. Par contre, le fait d'avoir été là longtemps dans ces projets-là, ça nous donne la crédibilité de dire, voilà, moi, ce que j'ai pas été un frein à leur parcours, j'ai pas été un frein à leur progression. J'ai été là quand ils en avaient besoin. Par exemple, avec Donna Vekic, notre, on va dire, elle s'est construite sur l'idée de dire, moi, ce que je veux, c'est qu'elle m'appelle quand elle a des problèmes. Quand elle va bien, elle n'a pas besoin de moi. Le jour où elle joue très bien au tennis, elle n'a pas besoin de coach. Elle est compétitrice, elle a d'énormes qualités. Quand elle a des problèmes, elle peut compter sur moi. Elle peut m'appeler et moi, je vais l'aider à trouver des solutions pour mettre en place des stratégies pour aller vers la résolution de ces problèmes, pour aller ce qui est de l'entraînement. J'avais perdu mon. Si j'avais une raquette, je te l'aurais renvoyée. Mais... Ouais. Bon, voilà. Avant que je te laisse, Steph, merci pour. Franchement, on boit tes paroles. Avant que je te laisse dans les griffes de Lolo, j'aimerais faire un petit jeu avec toi, du tac au tac, d'accord? Puisqu'il faut savoir que Stéphane est le responsable de toute l'organisation qui touche le vestiaire à l'Open de Monte-Carlo. Steph, arrête-moi si je me trompe. Donc voilà, c'est lui qui organise tout. Dès que le joueur rentre dans le vestiaire, c'est lui qui dit à Pierre de s'occuper de ça, à Paul de s'occuper de ça, à faire. Voilà. Et forcément, tu es au quotidien et tu es au contact de tous ces grands champions, on est d'accord? Ouais, j'ai cette chance, ouais. Voilà. Aujourd'hui, il va falloir que tu balances. Donc, j'ai envie que tu me dises quel joueur est le plus sympa? Il y en a beaucoup. Non, il y en a non, beaucoup. non. Il faut que tu me répondes un prénom et un nom. Commence pas à t'étaler, on n'a plus le temps. Le plus Plus sympa. sympa. Aujourd'hui, en tout cas, moi, avec qui je m'entends le mieux, je dirais Dimitrov. Dimitrov. Le moins sympa. Le moins sympa, c'est souvent les parents avec qui on a plus de conflits qu'avec les enfants. Ouais. Le parent le moins sympa, je pense que sur le circuit, il est connu et reconnu. On peut balancer le nom de Tsitsipas. Ouais. Je pense. Pour autant, le fils est très sympa. Très sympa. Pour l'avoir côtoyé à la Star Team, très sympa. Le plus rigolo. Le plus rigolo, ouais, il y en a pas mal dans les vestiaires les jeunes aujourd'hui, ils déconnent pas mal. Il y en a pas mal le plus rigolo, euh, je saurais pas dire. Wawrinka, il a un peu son humour à lui. Pour le coup, Ouais. c'est pas le plus jeune, mais un peu pince sans rire, mais très marrant. J'aime bien. Deux dernières questions. Celui qui vraiment, il arrive, on sait qu'il est là, instaure le respect, on se dit, oh là ça va être compliqué. Celui qui est dans son truc, il est prêt à rentrer sur le terrain où tu te dis, voilà, tu n'as plus envie de lui parler, il est dans son match. C'est lequel? Ouais, le plus marquant, c'était Federer quand il rentrait dans le vestiaire. On Tu vois, avait presque. j'aurais dit Nadal, moi. Non, je pense que Federer, il a vraiment eu cette marque de respect du vestiaire. On avait presque l'impression qu'il y avait un silence quand il rentrait, quoi. En tout cas, sur 1 ou 2 secondes, on avait l'impression que vraiment les gens pouvaient s'arrêter de parler quand il rentrait. Je pense, par son jeu, par sa personnalité, euh, ouais, son palmarès, évidemment. Nadal, les gens l'admirent aussi. Je pense que Djokovic, les gens l'admirent aussi de toute manière. Mais j'ai l'impression que dans le vestiaire, en tout cas, aussi bien du côté des joueurs que des coachs, celui qui a le plus de respect, ça, je crois que c'est Federer. Ouais. J'imagine. Bon, dernière question, Steph, je suis obligé de te la poser. Et puis, il va falloir te lancer. Quelle est la joueuse la plus belle que tu aies croisée? La joueuse la plus belle que j'ai croisée. Ne dis
Aratsa Sanchez, je ne te croirais pas. Non, je crois que là, je vais rester sur mes rêves d'ado. Alors, j'irai Gabriela Sabatini. Ouais, j'imagine. Tu l'as croisé? Gabriela. Ouais, je pense qu'elle est encore plus belle aujourd'hui que quand elle était joueuse. Mais ouais, parmi les plus belles. À l'image de Parmi les Laurent plus belles. Martini. Plus il vieillit, plus il devient beau. D'ailleurs, transition, on va lui laisser la parole. Lolo, il est à toi. Tu sais, c'est exactement ce qu'on me dit jamais. Et ben voilà. Mais je C'est vais parce tenir que les mon gens sont timides. ça doit être ça, ça doit être ça. Alors, Réaliste. c'est une séquence un peu différente, ce qu'on va aborder. On a entendu ton parcours, on a entendu voilà, tes envies, tes valeurs. Donc, merci à toi. Et si tu veux, on part dans toute autre chose. On part dans le rêve, si ça te tente. Alors, tu sais que Volontiers. des fois, on aime bien Ouais, ouais. revisiter les histoires, revisiter les films. Sur Disney, ils inventent le concept What If. Eh bien, on va faire pareil. Et si? Alors, tout à l'heure, il y a une phrase qui est passée comme ça. Moi, j'avais pas l'âme du compétiteur. Et Mhm. si tu avais eu cette âme du compétiteur? Donc, prends 2 secondes, quelques minutes, on se replonge dans tes jeunes années, 13, 14, 15, et là, tu l'as, cette âme du compétiteur. Qu'est-ce qui change pour toi? Qu'est-ce qu'elle devient ta vie? Quelles sont la première grande étape? Tiens, là, c'est assez facile, c'est magique. Hein. Là, tu as une image. C'est laquelle? Tu as juste à nous la livrer. Bah, alors, pour être tout à fait franc, des finales de Wimbledon, de l'US Open, j'en ai joué plein parce que je te cache pas que de ces rêves-là, on en a fait avec tous nos potes quand on était petits. On en a joué des finales tous les samedis, tous les mercredis, tous les. Donc, après, c'est difficile de se projeter comme ça. Aujourd'hui, tu Ouais, vois, mais quand je vois. tu as un début de réponse là. Simplement, on se laisse aller, on laisse les choses venir. Donc, tu nous parles d'une finale de Wimbledon. Tu as quel âge? Il se passe quoi? Ah là, bah, on rêve tous d'avoir des itinéraires ouais, d'avoir 20 ans, de jouer Becker sur le central, puis on rêve bien sûr pas de le battre 6-2, 6-2, on rêve de le gagner 7-6 au cinquième set avec des hauts, des bas, avec des cris, des pleurs. Tu rêves vraiment d'être passé par toutes les émotions, parce que tu te dis aussi peut-être que si j'en joue qu'une, autant vivre toutes ces émotions-là dans un seul match. Euh, Après, c'est sûr que oui, bon, alors là, si on part comme ça, on s'arrête plus de rêver, on va rêver de gagner les quatre, pas seulement un seul tournoi, mais On est sur le premier. Et on est comme ça, on est bien, mais je te remercie de jouer le jeu. Là, vers qui tu te tournes en premier suite à cette victoire? euh, jeune, ça sera sûrement mes parents. En tout cas, c'est sûr qu'ils m'ont, pour le coup, toujours soutenu, eux, quels que soient mes rêves, mes résultats, quel que soit, je me suis toujours senti soutenu, accompagné. Donc de ce côté-là, c'est pour ça je pense aussi qu'on accorde beaucoup d'importance aux parents au centre, parce qu'on a peut-être eu aussi la chance, nous, d'avoir les nôtres qui nous ont accompagnés avec leur connaissance et puis leur ignorance aussi, mais en tout cas qui m'ont beaucoup soutenu moi. Après, j'ai parlé de mon entraîneur tennis de quand j'étais petit, de mon coach, de mes premiers coachs. Je pense qu'ils m'ont tous marqué, tous les gens que j'ai pu rencontrer dans les clubs. Euh, ouais, il y a beaucoup de monde là. Pour le coup, je mettrais beaucoup de monde sur la liste là. La première phrase qui vient pour la première personne, ça serait quoi? Bon, merci, tout simplement. Je pense que c'est merci. Ouais, je pense que merci. Ok, merci. 20 ans, Wimbledon, merci. Deuxième grande étape. Deuxième grande étape. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui rêvent de gagner. Moi, aujourd'hui,
avec le recul, je rêverais de perdre une grande finale. Moi, je suis impressionné plus par les défaites de Federer, de Nadal, de Djokovic, et cette capacité qu'ils ont eu à gagner après, derrière, à retourner s'entraîner, à surmonter sûrement leur tristesse, leur frustration, donc je pense qu'aujourd'hui, je rêverais de perdre une grande finale pour avoir encore plus le plaisir d'en gagner une derrière. Quitte à en perdre une grande, ça serait contre qui? Agassi alors. Bien joué. Bien Agassi. joué. Ouais, Ok. Agassi, c'est sûr que c'est quelqu'un qui nous a beaucoup marqué pour beaucoup à notre âge. Et puis que j'ai eu la chance de croiser après, qui est formidable, quoi. Vraiment quelqu'un de Il est toujours avec génial. Steffi Graf? Ils sont toujours mariés, les deux? Toujours avec Steffi Graf, toujours. Ouais, quelqu'un d'extraordinaire. Vraiment. Moi, j'avais ses baskets. Ah oui, ah oui, oui, les Avec que ses baskets. baskets. Avec que ses baskets. Pas mal, non? C'est Tu bien. reviens de cette défaite, tu rebondis. Allez, une dernière grande étape dans ta carrière. Une dernière grande étape, peut-être choisir, peut-être gagner la Coupe Davis alors. En équipe, partager ça, des aventures au bout du monde. Ouais, je choisirais peut-être une Coupe Davis. Si je dois choisir qu'un seul titre, en tout cas, un dernier, je dirais une Coupe Davis. Mais avec la France ou avec Monaco? Euh, bon, disons que la France aujourd'hui est en meilleure position. Ouais, c'est clair. Plus de chance quand même. Ouais, Ça ouais. passe. Une carrière de champion? Wimbledon? Une défaite en finale? Une Coupe Davis? Comment se passe l'après-carrière d'un champion? Comment ça se passe l'après-carrière du champion Stéphane Glohagen? Moi, je pense que j'aurais on va dire, Tu peux pas me valeurs dire comme ça, hein. qu'aujourd'hui. Et puis, Tu es champion, qu'est-ce qui change? bah, si j'ai cette capacité, ce plaisir de pouvoir transmettre, je pense ouais, je pense qu'aujourd'hui, moi, c'est ce qui me plaît le plus, c'est de pouvoir transmettre. De pouvoir transmettre ça aux jeunes, de pouvoir transmettre ça aux autres coachs, de pouvoir transmettre ça ouais, tous les jours. Moi, ce qui m'anime, c'est ça, quoi. De partager, de rendre service aux gens. Alors, je t'arrête, voilà. C'est exactement ça. Il faut savoir que Steph, deuxième anecdote avec Steph, il voyait que j'étais passionné de tennis. Et en fait, quand je disais, Steph, tu me fais jouer, mais qu'est-ce qu'il en a à foutre de me faire jouer? J'ai aucune technique, j'ai que mes jambes, j'ai que la dalle, voilà. Eh bien, vous savez quoi? Il me faisait jouer jusqu'au moment où je peux dire que j'ai battu Stéphane un jour, mais il venait de se faire opérer des croisés. Et même étant opéré des croisés, ça faisait quoi? 3 mois que tu étais opéré des croisés? 3 mois et demi, 4 mois? Ouais, non, ça devait faire 6 mois. C'est la première fois que je rejoue au tennis. Oui, mais tu boitais encore. Ah oui, oui, Voilà. ouais, ça devait faire Il a 5-6 rejoué mois. avec moi. Il a rejoué avec moi. Moi qui ne savais pas où je mettais les balles. Hein. C'est-à-dire, la première fois qu'il joue au tennis, il joue avec moi. T'imagines, il aurait pu jouer avec Benjamin, ça aurait été mieux. Non, il joue avec moi. Et moi, le gros fou que je suis, je joue un match de compète et je gagne. Pour moi, c'était une victoire. C'était une victoire. Croisé, pas croisé, c'était une victoire. Et il voulait faire un match. Mais pour vous dire, Steph, le mec, encore là, il veut faire plaisir, à moi en l'occurrence, et il vient sur le terrain, il a les croisés, et il perd le match. Et croyez-moi que vous me connaissez un petit peu tous les deux. Au niveau du chambrage, on est pas mal. Nous, on s'en souvient. Ouais, nous, on s'en souvient. C'est clair. Alors, ça révèle son attitude et son état d'esprit, mais ça révèle aussi le tien, espèce d'enfoiré. Hein. Est-ce que c'est un défaut? Est-ce que c'est une qualité? Il n'y a pas de jugement. Pas de jugement. Exactement. Un bon coach mental ne juge jamais. Tu le sais. Mais, voilà. absolument. C'est Donc, utile voilà. ou c'est pas utile. Tu as gagné, c'était utile. Bravo. Exactement. Donc voilà. Alors Stéphane, dernière question. Jusque-là, que des questions sympas.
Aïe. Donc, prends ton temps. Tu me livres ce qui vient instinctivement, sans te poser de questions. Ça marche? Un champion, Wimbledon, on a eu la Coupe Davis, une défaite, une après-carrière fantastique. Voilà, l'âme de champion. On revient au tout début, à cette victoire. À ce moment-là, tu gagnes. Qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que je perds? Sûrement beaucoup de liberté. J'imagine que une fois qu'on gagne, on est obligé de rendre beaucoup de comptes. On devient médiatique, je pense que on perd beaucoup de liberté. On perd beaucoup de liberté. Alors là, je te remercie pour ta franchise. Merci. Finalement, gagner, ça sert à rien. Hein. C'est que des emmerdes. C'est que des emmerdes. On peut En se poser tout la cas, question des fois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est plus difficile après avoir gagné qu'après avoir perdu. Moi, j'en suis convaincu. C'est ce qu'on essaye d'apprendre à tous ces jeunes-là. C'est sur quoi on a beaucoup travaillé avec Donna aussi au cours de ces 3 années-là, ces 3 dernières années. Bien sûr qu'on lui souhaite que ça devienne de plus en plus difficile. Mais en tout cas, c'est plus difficile quand on gagne que quand on perd. Moi, vraiment, pour le coup, les questions étaient super sympas. Rêver de gagner un grand chelem à 20 ans, rêver. Aujourd'hui, quand je côtoie des gamins, quoi, comme Alcaraz, Rune, qui ont l'âge de mon fils, pour le coup, c'est des 2003, et si moi je m'imagine à leur âge face à ces situations-là en dehors du terrain, la presse, les médias, les obligations, les contrats, les sponsors, et même bien au-delà, je ne sais pas si j'aurais eu cette maturité, cette sagesse j'aurais été, je pense, très maladroit à cet âge-là à gérer ces choses-là, quoi. C'est ça, c'est Alors, quelque chose. du coup, la transition est faite, donc je vais en profiter parce qu'il y a Benjamin qui est pas loin. Et du coup, alors Benjamin, ça parle beaucoup de ce que tu dis, parce que c'est un garçon qui était très talentueux, on l'a bien compris, qui a été pris en charge par la Fédération française de tennis dans sa jeunesse pour dire qu'il misait sur lui. Et c'est un garçon qui n'a pas atteint peut-être ce qu'on attendait de lui, parce que peut-être même lui, il attendait de lui. Et quand on t'écoute parler, finalement, peut-être qu'il n'a pas tout perdu, bien au contraire. Ce que je te propose, parce que c'est un garçon aussi qui a vadrouillé, qui est passé par les États-Unis, qui est revenu en France, qui aujourd'hui suit un peu ton chemin, puisqu'il veut devenir entraîneur. Donc, tu as dit que c'était important de partager, d'apprendre des anciens, puis tu le connais. Si tu pouvais nous faire la transition et qu'on puisse l'accueillir en quelques mots, tu nous le présenterais comment, du coup, Benjamin Campi? Benjamin, ouais, c'est un garçon que j'ai connu très jeune, que j'ai vu grandir, que j'ai vu évoluer avec les rêves de ses parents, avec ses rêves à lui, avec au contact de Greg, de son papa aussi, qui venait beaucoup me poser des questions, comment on pouvait l'aider, comment on pouvait l'accompagner à l'époque, Christian, et il prenait soin aussi beaucoup de Benji, de son projet, de son... Euh, c'est sûr que ces parcours-là, il y en a sûrement plus qui réussissent pas que de ceux qui réussissent. Mais encore une fois, je pense pas qu'ils perdent quoi que ce soit. Enfin, je pense que Bungie aujourd'hui, on a eu encore cet été l'occasion de partager ensemble quelques trucs. Il a accompagné un jeune du centre de chez nous sur des tournois. Moi, je l'appelle souvent pour faire sparring avec des joueuses. Et je l'appelle pas seulement pour son niveau tennis, mais aussi pour la personne qu'il est sur le terrain, pour l'éducation qu'il a, parce que je sais qu'il est de confiance, parce que je sais que il va savoir comment se comporter avec ses joueuses, avec ses joueurs. C'est quelqu'un de confiance, quoi. Et je pense que toutes ces qualités-là, il a pu les acquérir au cours de son parcours, au cours de ses rencontres, au cours de ses matchs, au cours de ses tournois. Je pense qu'il n'a pas réussi à avoir le classement, peut-être le palmarès qu'il voulait, mais aujourd'hui, il a eu la chance d'aller aux États-Unis, de découvrir une autre vision des choses.
j'ai cru comprendre quand même qu'il a eu un peu de bonheur et un peu de réussite là-bas, en tout cas de ce qu'il nous en rapporte, de ce qu'il nous en dit. Ouais, je pense pas qu'on a tout à gagner des matchs et tout à perdre à pas les gagner. Je pense que tous ces gamins-là, ils vivent des choses extraordinaires et les parents qui les accompagnent là-dedans, je pense qu'ils font toujours un bon choix, quelle que soit l'issue du parcours, quoi. Alors, il y a Ouais, beaucoup de sagesse, hein. t'as raison, Beaucoup de Steph. sagesse dans les paroles de Ouais, Stéphane. ouais, puis surtout, tu as raison, Steph, sur ce que tu dis. Comme il dit Jay, il y a beaucoup de sagesse. Mais tu sais, aujourd'hui, Benji, alors, pour être le tonton, avec mes yeux de tonton, bien sûr, mais je pense que, enfin, moi personnellement, et je pense que son papa aussi, pour le coup, ça nous emmerde plus que lui. Tu vois? Dans le sens où nous, on voyait ses qualités, on voyait ce qu'il pouvait faire, on pouvait là où il pouvait arriver. Bon, ok, il est resté hacké entre guillemets, même s'il a fait il a un niveau de tennis qui est quand même très, 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 très relevé. Mais je pense que lui, il est tranquille avec ça. Tu vois, comme tu l'as dit, il est tranquille avec ça. Et aujourd'hui, moi, avec mes yeux de tonton, ce que je vois, c'est un neveu épanoui, relâché, serein. Et voilà, et on en parle aussi et on en rigole. Souvent, quand je lui dis, Benji, tu te souviens de ce match-là que tu pouvais gagner 6-0, 6-0, finalement tu l'as perdu. Ben ouais, parce que si, parce que là, et on en rigole. Voilà. Et pour l'anecdote, c'est un petit que j'ai battu aussi. Mais il avait 12 ans. Il avait 12 ans. Il avait 12 ans. Il a joué avec la main gauche alors qu'il est droitier. À partir de 12 ans, je ne l'ai plus battu. Voilà. Et on peut l'accueillir. Eh bien, on va l'accueillir et finalement, votre regard est intéressant, mais c'est surtout comment lui, il perçoit tout ça et ce qu'il en pense. Donc, on accueille Benjamin Campi, tout de suite. Et tout le monde, je l'attendais comme une date de Quand tu perds une fois contre Campi, de toute façon, ça ressort toujours. D'ailleurs, Benji, depuis, on n'a plus rejoué, donc c'est moi qui ai gagné. Il a le titre. Il a le titre. Vous le connaissez, hein, sa mauvaise foi, il ne dira jamais que je l'ai rousté. Mais bon, plusieurs fois après cette défaite. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Benji, on va tu vois, c'est intéressant. Tu as été, un peu présenté par Stéphane, de son regard à lui, évidemment. Puis il y a Tonton qui est arrivé derrière, qui a donné une autre perception. Qu'est-ce que tu penses de ce qui a été dit de toi pendant ces quelques minutes là? Déjà, merci Stéphane pour l'éloge. Hein. C'est toujours agréable d'entendre ces choses-là. Après, qu'est-ce que j'en pense? Je sais pas, parce que je me vois pas. En fin de compte, je me vois pas me comporter sur le terrain, que ce soit en tant que joueur ou en tant que coach. Avec le recul, je sais comment j'agis plus ou moins, mais après, c'est le regard qu'ils portent sur moi. C'est ce qu'ils en pensent. Je t'appelais Greg, hein. On va éviter d'appeler tonton. Comme Greg a dit, il m'a vu avec ses yeux de tonton, mais il m'a vu évoluer aussi. Et je sais pas, honnêtement, c'est toujours bon à entendre, mais c'est leur jugement, quoi. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ta perception, tes ressentis. Si on partait sur les points d'abord positifs, tu étais quel type de joueur? Comment tu te définirais si tu devais te présenter? J'étais très, très agressif en termes de style de jeu, ce qui me faisait beaucoup fauter, mais très exigeant avec moi-même. Donc ces fautes me rendaient fou. La moindre faute pouvait me rendre zinzin. Et donc ouais, j'étais assez impulsif, que ce soit dans le style de jeu et dans mon comportement. Et après, j'ai beaucoup évolué sur mes dernières années de carrière, on va dire, où pour contrecarrer cette impulsivité, je me suis devenu complètement sur la défensive, mais j'ai changé mon comportement du tout au tout aussi. Donc je peux dire que j'ai vraiment visité un peu tout le panel de jeux qu'on peut imaginer, et donc comportemental aussi, quoi. Ok. Est-ce que tu dirais du coup que cette transition, il y a des choses qui ont changé dans ta tête, il y a des choses importantes qui te rendaient agressif, et puis je sais pas, il y a un autre état d'esprit qui s'est mis en place. Qu'est-ce qui devenait important quand tu étais sur la défensive du coup? Ah ben, j'ai pris la mentalité Campi, il fallait juste emmerder l'autre et le détruire, quoi, par tous les moyens. Et j'ai compris que de fauter, ça me rendait fou, donc j'ai essayé
d'aller sur la défensive, parce que quand on défend, le but, c'est de toujours mettre une balle de plus que l'autre, toujours de renvoyer une balle là où ça va embêter. Et donc, ouais, ça a complètement changé ma vision du jeu, la façon de m'entraîner aussi, de penser, tout a changé, quoi. Ok. Et du coup, tu es devenu un joueur. Alors, c'est quoi la différence? Un joueur, j'ai compris, agressif, qui rentrait, qui était très offensif peut-être, à un joueur plus défensif, c'est-à-dire quoi? Plus calme, plus posé? Plus stratège Ouais, peut-être? ouais, plus stratège. Donc, ouais, j'étais très offensif plus jeune. Mais donc j'essaie d'être à l'intérieur du cours, de distribuer, de finir le point assez vite, quitte à prendre beaucoup de risques. Et donc sur cette fin de carrière, je suis retourné dans le fond du cours, loin derrière la ligne de fond, et juste ouais, stratège. Et entre les points aussi, c'était important quand je suis passé sur la défensive de rien montrer. Et si je montrais quelque chose, c'était juste pour lui montrer que j'allais rien lâcher et que j'allais l'envoyer 6 pieds sous terre, quoi. Alors, j'ai une question pour vous, messieurs, Steph, Jay et Lolo. Alors, le fait de reculer et de se dire, je ne veux plus faire de faute, est-ce que ça, c'est un manque de confiance ou est-ce que c'est, Steph, tennis, en termes de tennis, ça veut dire quoi? Peut-être que ta joueuse, le premier set, elle avance, elle gagne, elle joue un peu moins, elle recule. Est-ce que ce que dit Benji, est-ce que c'est un manque de confiance, ça, de dire, je recule pour plus faire de faute? Non, nous, ce qu'on explique aux joueurs, c'est qu'on peut contrôler le point à l'intérieur du terrain, on peut contrôler le point de 3 mètres derrière la ligne. Sur certains profils de joueurs, on peut même leur conseiller de reculer pour être encore plus agressif, pour aller plus vers la balle, avoir plus de temps, mais faire plus mal à l'impact, pour pouvoir distribuer mieux le jeu, pour pouvoir voir mieux le jeu, prendre de meilleures décisions et prendre des décisions plus agressives en étant plus agressif mais moins risqué. Donc après, ça va dépendre un peu du profil des joueurs, c'est vrai. Mais en tout cas, nous, on part de l'idée que un joueur qui recule, c'est pas un joueur qui défend. Et un joueur qui attaque, c'est pas seulement un joueur qui avance. Il faut qu'il joue en avançant, mais il peut être loin derrière et aller vers la balle, frapper en avançant. Après, avec le temps, il va bien sûr de plus en plus se rapprocher, lire mieux le jeu, voir mieux les balles et évoluer. Mais Et toi, Benji, le fait de reculer, pourquoi tu t'es dit, tiens, je vais reculer, je vais faire moins de fautes? Pourquoi c'est comme pour moi, entraîneur que je suis, je joue en 4-4-2, pressing, tout terrain. À un moment donné, je vois que ça ne marche pas, donc je recule. Est-ce que déjà là, je doute, je ne suis pas dans le doute déjà? Est-ce que mes joueurs ne vont pas douter du fait que mon projet de jeu, tu vois, il ne marche pas? Donc, tu l'as pris comment, toi, Benji? Pourquoi tu as fait ça, Benji? Parce que c'est vrai qu'effectivement, tu étais un garçon très offensif. Quand tu frappais, tu frappais. Quand tu avançais, tu avançais. Au filet, tu étais plus que performant. Pourquoi, dans ta tête, tu t'es dit, je veux reculer maintenant? Pourquoi? Le pourquoi, c'est parce que je faisais trop de fautes et je pense qu'aussi j'étais offensif pas de la bonne manière. Donc j'ai vécu ce changement très bien puisque c'était de mon ressort, c'était mon choix, que je l'ai travaillé à l'entraînement avant de le faire en match. Après, pour répondre aussi à ta question que tu as posée, c'est avant, non, c'était pas un manque de confiance puisque tactiquement, c'est ce que je voulais faire. Je voulais être un peu plus loin derrière pour me donner plus de temps. Je suis très rapide. Je suis pas très grand pour un joueur de tennis, mais j'étais très rapide. J'ai toujours été très rapide, donc je ramenais tout. Et en fait, de toujours ramener une balle de plus sans prendre trop de risques et de laisser l'autre s'agacer, me donnait au final une balle plutôt courte. Et comme tu as dit, j'étais bon au filet et je me suis retrouvé plus au filet en optant pour un jeu, on va dire, qui partait de plus loin, plutôt que quand j'étais plus jeune où je voulais tout de suite rentrer et que là, je fautais et j'arrivais jamais en fait au filet. Donc, c'était tactique. Tu prenais le même plaisir quand tu étais attaquant plus jeune et plus défensif, plus vieux? C'était le même plaisir ou le fait de défendre un peu, à l'image d'une équipe qui défend en bloc bas, elle te dira toujours qu'elle prend moins de plaisir parce qu'elle doit partir de plus loin quand elle récupère la balle et tout ça? Ou le fait d'être plus, de gagner plus de matchs et de marquer plus de points, c'est là où tu trouvais ton plaisir?
J'ai pris beaucoup plus de plaisir en fin de carrière parce que déjà, de partir de plus loin, de ramener plus de balles, que les échanges soient plus longs, en fait, je m'épanouissais beaucoup plus dans ce style de jeu. Euh, et j'ai perdu tout autant de matchs en étant avec ce style qu'en début de carrière avec un style plus offensif. Donc, c'est pas le résultat qui faisait ça non plus. Mais je prenais beaucoup plus de plaisir aussi à me battre et dans la défaite parce que c'était vraiment un style. Ça a pris le temps que ça a pris, hein, mais j'avais enfin trouvé le style qu'il me fallait pour m'épanouir vraiment en toute situation, m'arracher, gagner ou perdu, quoi. Ouais, j'imagine Donc, que ça te sert maintenant en tant que coach pour tes joueurs, mais on en parlera tout à l'heure. exactement. On va y venir. J'aimerais un peu rentrer dans le dur parce que Stéphane, il a parlé du rôle des parents dans l'accompagnement d'un joueur. Comment tu as été accompagné, toi, du coup? Parce qu'on voit que tu t'es cherché longtemps. Tu dis, j'ai pris le temps pour trouver à un moment donné un moyen de prendre du plaisir, ce qui n'a pas forcément changé mes résultats. Mais comment tu as été accompagné avec tes parents pour dépasser ces difficultés de colère, si je comprends bien, de la défaite, de la frustration? J'ai toujours été très bien accompagné, mais plus que bien. Je pense que énormément d'enfants rêveraient d'avoir un accompagnement pareil. Euh, j'ai même pas les mots. Et tout ce dont j'avais besoin, je l'avais. J'en avais même peut-être un peu trop avec le recul à certains moments et me faire bouffer un peu plus de merde, ça m'aurait fait du bien, je pense. Mais j'avais tout. Papa, maman étaient absolument exceptionnels sur tous les points en termes d'accompagnement, quoi. D'autant plus que les deux étaient complètement différents. Ils agissaient complètement différemment. Tu vois, il y avait une maman déjà joueuse de tennis, un papa pas joueur de tennis. Déjà ça, en termes techniques, je pense que tu pouvais plus échanger avec Sophie qu'avec ta maman qu'avec ton papa, je pense. Arrête-moi si je me trompe. Juste comme ça, Greg, je me permets. Est-ce qu'il y a un de tes deux parents, du coup, qui avait un peu, que tu as modélisé, qui était un peu des gens qui avaient du mal à perdre, qui s'énervaient beaucoup, ou pas du tout? Maman est très mauvaise perdante, ouais, mais elle s'énervait pas plus que ça. Je l'ai jamais vraiment vu s'énerver. Ou alors elle s'énervait 5 minutes, mais après ça passait. Greg, le tonton, il est quand même très mauvais perdant, hein. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu modéliser, je pense. Après, non, je retrouve pas mon comportement sur le terrain dans celui de mes parents. Je vois pas du tout. Ouais, non. Après, j'ai discuté. Ouais, papa, il était plus sur le plan. Ce qui lui importait, c'était l'énergie physique, l'énergie mentale que je mettais. Maman, c'est vrai qu'elle voyait un peu plus le détail technique parce que, ouais, elle a joué un peu plus que papa, mais bon, c'était pas. Je prenais pas trop de plaisir à parler tennis avec eux non plus. Okay. Enfin, plus avec l'âge, arrivé vers le fin de collège, lycée, où je commençais vraiment à réfléchir. Vraiment, ça me pesait plus qu'autre chose en fait de parler parce que tu penses à ça toute la journée. Je me levais à 5h du mat pour aller m'entraîner avant le lycée. J'allais au lycée. Après le lycée, j'allais m'entraîner encore. Je rentrais à la maison, j'avais envie de manger mes pâtes tranquille avec mes parents et parler des deux conneries que j'avais dit en classe, quoi, à la limite. Mais c'est vrai que si je dois leur dire quelque chose, c'est vraiment que c'était trop tennis au bout d'un moment. Leur accompagnement était parfait, mais c'est vrai qu'il y avait un peu trop des fois, c'était laissez-moi respirer. Il y avait beaucoup d'amour. Voilà. Ah oui, c'était fait vraiment. Nous, on est une famille avec beaucoup d'amour. Voilà, on compte pas. C'est-à-dire, voilà, les petits. Maintenant, moi, quand j'accompagnais Benji, des fois, tu te souviens, Benji, c'était moi qui t'amenais tout seul. À l'aller, on parlait de tout. Sur le terrain, je voulais qu'il me fasse kiffer. Tu te souviens, quitte à perdre le match, je disais Benji, fais-lui ça, fais-lui un amorti. Fais-lui. Et en fait, j'essayais de le prendre comme ça. Alors maintenant, je peux lui dire, je voulais qu'il gagne le match, mais j'essayais d'extérioriser le fait qu'il allait faire un tournoi. C'était une fois un tournoi à Carrosse, je crois, à Benji, tu vois, où je t'avais demandé, comme je disais à mon fils, allez, fais-moi 3-4 petits ponts. Tu sais, pour un le fameux Roland Garros. Roland Garros. Ouais, Roland Garros. Voilà, tu vois. Et souvent, je lui disais, Benji, après, si tu t'énerves, je veux bien que tu me fasses le pas chassé, parce qu'il avait une spécialité, Benji, le pas chassé sur la vache. Voilà, il faut le savoir. Tu vois. Et moi, j'essayais comme ça de lui dire, Benji, allez, fais-moi rêver. Perdu pour perdu, envoie tout. La boîte et les clous, tu vois.
Et c'est vrai qu'on a un petit peu tout essayé avec Benji, mais voilà, après, c'est pas non plus rentrer dans le truc, faut qu'il aille voir un psychologue, faut faire ci, faut faire là. Voilà. Après, je pense qu'à un moment donné, on l'a laissé faire, il a fait son truc, et puis voilà. Mais c'est vrai que de voir jouer, Steph, arrête-moi si je me trompe aussi, mais de le voir jouer, après, quand il était petit, c'était encore plus impressionnant parce qu'il mesurait, 1m10 et il avait un tennis d'un adulte. Revers à une main, frappe coup droit incroyable. C'est vrai que voilà, donc forcément, tu te dis, ce gamin, il va réussir. Mais voilà, pour réussir, c'est pas que le talent, c'est pas que le physique, c'est aussi le mental. Après, est-ce que Benji n'est pas passé au très haut niveau à cause de son mental? J'ai pas la réponse. J'ai clairement pas la réponse. Mais en tout cas, je pense que il a pris du plaisir. L'important, c'est de prendre du plaisir. Mais je pense qu'il j'aimerais bien qu'il réponde lui à la question du coup. Toi, ton regard, Benji, c'est tu penses que ton mental il t'a fait défaut pour aller plus loin? Ouais. Ouais, je pense que c'est ça qui a pêché. Je sais. Alors, j'ai pas la réponse encore aujourd'hui de ce qui a réellement pêché. Peut-être que Steph il aura une meilleure idée. Moi, je n'ai pas la réponse, ou alors j'ai aussi pensé à l'éventualité que je n'osais pas me la dire, la réponse, parce que c'est quelque chose qui pouvait être trop dur à admettre pour l'instant. En tout cas, c'est sûr que mentalement, à un moment, ça a pêché quelque part, parce que physiquement, il n'y avait pas de problème. Techniquement, comme dit Greg, il n'y avait pas de problème. Et c'est vrai que mentalement, je pense pas que ce soit l'entraînement. Je pense que vraiment sur le cours, ouais, il y a eu un moment, pendant les matchs, il y a eu un moment, ça a bloqué, quoi. Alors, c'est intéressant hein, parce que tu vois, alors on a parlé de psychologue, mais nous, on n'est pas psychologue. Et c'est vrai que la prépa mentale, le coach mental, les stratégies qui permettent de trouver qui on est finalement et de retrouver du plaisir. Nous, en fait, on dit qu'on accélère les choses. C'est-à-dire que ce que les gens vont mettre 10 ans à comprendre par eux-mêmes, parce que la vie les amène à un moment donné à se poser les bonnes questions aussi, hein, mais c'est dans la souffrance, dans la douleur. Souvent, ça prend du temps. Nous, on permet de gagner 10 ans. Voilà, c'est un petit peu ça notre travail. C'est le but. Hein. C'est le but de l'entraînement, exactement. Parce que sinon, dans 10 ans, c'est trop tard. Ouais, c'est exactement donc ça. on n'invente rien, mais on fait gagner du temps parce qu'on pose les bonnes questions au final. Et finalement, le pourquoi tu avais ça, est-ce que c'est vraiment important? Alors, Laurent, il ira creuser peut-être tout à l'heure, mais c'est peut-être le comment. Comment j'aurais pu m'y prendre pour être celui que je voulais être sur le terrain. Donc, c'est ça qui est intéressant. En tout cas, c'est un regard intéressant parce qu'on voit qu'il y a encore des questions. Hein, il y a du questionnement là-dessus. Ouais. Et je pense que c'est un travail que tu peux faire même maintenant parce qu'en tant que coach, ça va te servir en fait. C'est ça qui est. Sûr, mais c'est un travail que j'ai fait, mais aussi, il y a aussi une part de choix qui a fait que j'ai pas réussi à aller plus loin. C'est-à-dire que sur ma fin de carrière, je commençais vraiment à prendre du plaisir dans toutes les situations, vraiment, que ce soit entraînement, match, préparation, tout, et à trouver des solutions auxquelles j'avais pas eu accès avant. Et j'ai eu à faire un choix aussi entre continuer à creuser de ce côté ou passer coach. Et donc ça a aussi beaucoup joué quoi sur parce que il y a un moment j'ai dit stop quoi, j'ai pas essayé de continuer, j'ai que 23 ans et il y a encore plein de joueurs qui arrivent à cet âge-là à rentrer sur le circuit. Donc à un moment j'ai fait le choix de plus essayer quoi. Et donc tu as fait ce choix et du coup ça fait le lien. Donc les États-Unis, si j'ai bien compris, c'est quelque chose qui a fait que tu as basculé un petit peu dans ce monde-là de l'entraînement? Carrément. C'est aux États-Unis que j'ai beaucoup évolué. J'ai eu beaucoup de réponses parce que ma première année, j'arrive, j'ai 17 ans et demi, je suis immature, je suis un petit con, hein, littéralement. Je m'énerve encore sur le cours, je m'énerve 2-3 fois, je jette la raquette, le coach m'a dit t'es exclu pendant une semaine, j'ai vite compris que ça allait pas le faire. Et donc j'ai dû progresser 10 ans en une année, comme on vient de le dire. Et c'est surtout sur ma 3e année où vraiment, donc ma 3e année là-bas, où vraiment je commençais à avoir les résultats que je voulais, à battre des gens que j'avais pas battus avant. Vraiment, je commençais à passer un cap. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai eu l'opportunité, le choix entre persévérer dans les tournois ou faire un master et passer dans le coaching et aider les jeunes, parce qu'à l'époque c'était même pas des jeunes, c'était mes potes, hein. Donc aider les potes à comprendre des trucs que j'avais pas réussi à comprendre avant, quoi. Donc voilà, je me suis dit allez, on essaye. Et du coup, ce système américain,
tu dis, c'est là-bas où ça a accéléré un petit peu tes prises de conscience par rapport à la France? Ouais. Alors le système américain, il est génial, hein. Je me suis régalé. Il y a des tournois, enfin c'est même pas des tournois, mais il y a des rencontres, des matchs toutes les semaines. Il y a un esprit d'équipe qu'on n'a pas du tout en France. Il y a pas dans l'université, il y a même les profs qui Benji, Qu'est-ce t'es qu'il y a? en train de nous tuer là. Tu nous tues là. Avec Laurent Martini, tu nous tues. C'est les États-Unis. Regarde la tête qu'il fait. Regarde la tête qu'il fait. Le Graal. Bon, désolé, Non, Benji, de t'avoir coupé, mais j'étais obligé. C'est excellent, mais en même temps, j'allais les tailler un peu, tu vois. Donc tu m'as coupé au Allez, même moment. vas-y. Le truc, c'est que ce qui m'a fait beaucoup évoluer, c'est le fait d'être tout seul dans la merde, quoi. On parle du système universitaire et tout, mais pour reprendre les tests cérébraux dont vous parliez avant, moi, j'en ai pas vu la couleur aux États-Unis. On a travaillé avec des préparateurs mentaux, mais on a fait ça à l'ancienne, à la bonne franquette, avec du papier, un stylo, à faire de la visualisation. Ça m'a aidé. Et ce qui m'a vraiment aidé, c'est de prendre ma valise, me débrouiller tout seul, gérer un loyer, gérer des déménagements dans un pays où je connaissais plutôt bien la langue, mais où c'est pas les mêmes méthodes, c'est pas tout ça. Et j'ai eu vraiment toutes les responsabilités d'une vie d'adulte, plus mon côté athlète et étudiant, quoi. Et c'est ça qui m'a fait. Des colocataires que tu connaissais pas. Des colocataires que je connaissais pas, avec qui je m'entends bien maintenant, mais à l'époque, on s'est mis sur la gueule. Ouais. Donc, voilà, il y a tout ça qui a fait que j'ai mûri la nourriture. J'ai pris. Tu te souviens, Benji, au début, tu avais du mal avec la nourriture. J'ai pris 7 kilos en 6 mois, quoi. J'ai pris 7 kilos, donc au bout d'un moment, tu dis, bon, maintenant, si je veux continuer à pouvoir courir sur le court, il va falloir mieux manger, il va falloir faire attention à ci, attention à ça. Donc, j'ai mûri dans la vie de tous les jours, en tant qu'étudiant, en tant que personne, en tant que jeune adulte, et ça m'a permis de mûrir sur le court, quoi. Ouais, donc c'est vraiment au-delà des États-Unis, désolé Laurent, moi ce que j'entends, c'est que c'est le fait d'être allé vivre et de prendre tes responsabilités et de t'occuper de toi qui t'a fait grandir surtout. Ouais. Après, le système universitaire est quand même quelque chose qu'on n'a pas en France et que je recommande à tout le monde. On a la preuve encore avec Léon Marchand il y a 1 mois et demi, quoi. On va laisser Jérémy faire sa tentative, mais non, mais moi je dis, il y a toujours, c'est une question d'équilibre, il y a toujours du bon et de l'inconvénient. Donc oui, les États-Unis, ça nous fait rêver parce qu'on nous le vend comme le Graal. Évidemment, en termes de structure, j'entends, et l'état d'esprit, c'est ça qui revient souvent, hein, c'est cet état d'esprit, cet amour du sport et d'être ensemble et de se dépasser ensemble. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est marquant. Après, le système américain, il a aussi ses failles, j'imagine, non, Benji? Dans les coachs que tu as rencontrés, par exemple, je sais pas, ils ont tous été top ou il y avait aussi des gens difficiles? Non, il y a des gens difficiles partout, hein. Mais il y a aussi un monde où aux États-Unis, c'est des coachs, mais c'est surtout des businessmen. Je les vois comme ils gèrent l'humain, ils gèrent l'équipe. C'est plus des dirigeants, j'ai envie de dire, et que les coachs tennis, ils sont un peu les assistants coachs, quoi. C'est un peu ce système et il y en a qui vont me contredire, mais moi, c'est l'expérience que j'ai eue dans plusieurs univers où j'ai pu jouer, où j'ai pu visiter. C'est vrai que les head coachs, les coachs principaux, ils gèrent l'humain, ils gèrent l'équipe, ils gèrent le budget, ils gèrent tout ça, quoi, les voyages, les visas et tout. Enfin, c'est une galère monstre, hein, une équipe aux États-Unis. Et c'est vrai que les assistants coach juste en dessous, ils ont la place pour aller dans le tennis et dans le mental, quoi. Et pour qu'on y voit plus clair, Benji, donc tu as été 3 ans joueur là-bas. Ouais. Et 3 ans adjoint du coach. Ok. C'est ça. Et je crois que tu as été champion en tant que joueur. Non. Tu n'as pas été champion en tant que joueur? Non. Tu n'as pas été champion. Non, en gros, on a 4 ans pour jouer aux États-Unis, 4 ans d'éligibilité. Et donc, j'en ai fait 3. Et ma dernière, c'est là où j'ai fait le choix de sauter mon année de joueur pour la prendre en tant que coach, pour faciliter cette transition de joueur à coach, parce que c'est quand même pas facile, surtout que c'était dans la même équipe où j'ai joué. Et donc, j'allais devoir coacher des mecs avec qui j'étais coloc avant. On a le même âge, on a vécu les mêmes galères au même moment. Donc, on a fait cette transition. Et on a gagné cette année-là. On a gagné ma première année de coaching. Tu étais coach, juste encore joueur, les mecs avec qui tu jouais. Voilà.
Voilà. Et ensuite, tu es passé adjoint où tu as été aussi champion. Ouais, et après, donc, j'ai changé d'université, j'ai commencé mon master, je suis passé adjoint pendant 1 an. Et là, le coach principal est parti 2 semaines avant la rentrée et il m'a laissé tout seul dans la merde. Et donc, j'ai pris le rôle de coach principal. Et là, on a gagné cette année-là. Alors, on a compris qu'aujourd'hui, c'est donc dans l'encadrement que tu veux t'épanouir, dans la transmission. Évidemment, ta carrière va t'aider. Je voudrais que tu nous dises, quand tu regardes Stéphane Glohagen aujourd'hui, dans son parcours, dans tout ce qu'il nous a raconté, puis tu le connais puisqu'il t'a vu grandir, c'est quoi les qualités que tu vois chez lui, que tu aimerais avoir toi, justement, pour avancer dans ton rôle d'entraîneur? Pas ses cheveux déjà, c'est sûr. Pas les cheveux. D'ailleurs, si je t'en passe de temps en temps. Ouais, je crois que. Son sourire, il est tout le temps souriant. Et il vous a dit tout à l'heure il m'a envoyé un jeune là, de 15 ans du centre. Et je lui parlais de Steph. Et je lui disais, mais Steph, il est super gentil, il sourit tout le temps. Il m'a dit, non, Steph, moi, il m'a déjà envoyé des soufflantes. Franchement, j'ai eu peur. Hein. Je lui dis, mais non, Steph, c'est un nounours. Il m'a dit, alors, je te jure que j'arrive à l'heure. Hein. Et donc, ce sourire, et donc juste pouvoir mettre des coups de pression comme ça, à droite, à gauche, à bon escient, au bon moment, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais bien développer. Ouais. Ok. Et je vais me tourner de l'autre côté. Alors, je vais te poser 2 questions. La première, c'est un peu ton regard du coach Campi, de Grégory Campi en tant qu'entraîneur. Voilà, comment tu le perçois. Et la deuxième, ça serait la question inverse. Quels sont les défauts qu'il a que tu ne voudrais pas avoir justement en tant qu'entraîneur? Coach Campi, c'est la niaque qu'il arrive à transmettre à ses joueurs. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé là, cette dernière année d'ailleurs. D'ailleurs, je l'ai appelé quelques fois hein, pendant la saison pour lui dire comment je peux faire ci, comment je peux faire ça. Parce qu'en tant que tennisman, c'est pas évident de coacher une équipe. Donc, je me suis tourné vers un coach de foot, forcément. Et donc, cette niaque qu'il arrive à transmettre, cette hargne, cette faim, là, c'est quelque chose que j'aime. Et c'est quoi la deuxième? Le défaut? Ouais, les défauts que tu n'aimerais pas avoir qu'il a. Ouais, son impulsivité en tant qu'entraîneur. Pour moi, on doit garder un contrôle des émotions. En tout cas, dans le tennis, on doit vraiment ne pas montrer les émotions en tant qu'entraîneur. C'est vraiment un red flag pour moi. Okay. Dans le tennis, en tout cas. Voilà, coach Campi, tu as ta réponse. Hein. Oui, non, mais on en parle, on échange souvent avec Benji par rapport à ça. Et encore une fois, oui, ben, bon, déjà, il me connaît en dehors d'être entraîneur. Donc, voilà, c'est vrai que je suis un garçon un peu sanguin, tout ça. Maintenant, au début, effectivement, j'étais très impulsif. Maintenant, on essaie de quand même, comme il a dit quelque chose de très important. Un entraîneur, qu'il soit entraîneur de tennis, entraîneur de foot ou entraîneur de quoi que ce soit, de n'importe quel sport, il peut éviter de montrer de la faiblesse, de la peur, de la pression à ses joueurs, voire même à l'équipe adverse. C'est toujours mieux, bien sûr. Après, il y a des situations où, voilà, Benji, c'est un jeune entraîneur. Il va vivre des émotions incroyables et des situations de dingue. Et forcément, comme l'ont fait Ancelotti, comme l'ont fait Stéphane, comme l'ont fait tous les plus grands entraîneurs, à un moment donné, les pédales, on les perd. Et puis c'est grâce à ça qu'on devient des meilleurs coachs. Parce que voilà, après, avec le recul, on se dit, et voilà, je ne peux plus faire ça. Je ne peux pas faire ça. Mais on est tellement des passionnés. Là, vous avez affaire à 3 passionnés. Je veux dire que quand je vois Steph parler comme il parle et le voir évoluer, et Benji le voir rentrer dans le monde du coaching comme il le fait là, et c'est une fierté pour moi parce que le gamin, ben, déjà, c'est une très grande fierté de l'avoir vu partir 6 ans aux États-Unis avec son baluchon, vivre dans des cellules presque de prison, et aujourd'hui ressortir grandi avec déjà un diplôme, un très gros diplôme, qu'il aurait jamais eu, 2 diplômes et 2 bagues. Et 2 bagues qu'il n'aurait jamais eu en restant en Europe, en restant ici. Pour moi, c'est une fierté énorme, énorme. Et ça efface le Benji, lequel on a parlé tout à l'heure, voilà, qui était amené à faire une grande carrière, qui finalement ne l'a pas faite. Et finalement, on s'en fout parce qu'aujourd'hui, j'ai un petit qui est épanoui, qui veut réussir dans le monde du tennis en tant que coach.
Et je ne peux que lui conseiller de rien lâcher, de continuer, mais surtout d'observer, d'observer, d'observer et d'écouter. Voilà, c'est important. Emmagasiner plein de choses et ensuite le faire à sa sauce et ressortir sa patte, en fait. Voilà, moi, ce qui me plaît chez les entraîneurs, moi, je regarde tous les reportages, je lis tout ce qui se dit sur les entraîneurs. Parce que voilà, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est juste que je veux tout savoir, je rentre tout et après, moi, je me fais ma mixture et je ressors le coach campi que je suis. Voilà, donc, mais voilà, de voir un gamin comme ça qui est jeune, il a 23 ans, Benji, donc partir comme ça, dire ben, maintenant je veux être entraîneur, puis en plus, il est parti un petit peu sur le bon pied puisqu'il a gagné de suite, un peu comme moi, Jérémy, avec Monaco. Donc, il a le bon côté de l'entraîneur. Mais moi, maintenant, je veux voir quand il aura le mauvais côté de l'entraîneur, c'est-à-dire les défaites, les joueurs qui te mettent en difficulté, en discussion. C'est là où on apprend. On devient un grand entraîneur quand on est en difficulté. Alors, justement, ces côtés déjà. Il les a déjà. Je les ai eus, hein, parce qu'il y avait les deux équipes. Hein. Il y avait hommes et femmes. Donc, ma première année de coaching, on a gagné avec les mecs. Et là, l'année où je coach tout seul, j'ai une équipe fille, une équipe homme. Et l'équipe homme, j'étais appelé pour l'équipe homme, hein, principalement. Parce qu'ils m'ont fait tirer les cheveux. Il y en a un là. Enfin, j'ai perdu les pédales déjà. Hein. C'est pour ça que je dis maintenant, avec le recul, je ne veux pas avoir ce côté sanguin, parce que c'est quelque chose que je ne veux pas reproduire. J'ai complètement lâché les pédales. Ouais. Alors justement, là, Laurent Martini, on va lui passer la main parce que c'est intéressant. Nous, on fait l'inverse de ce que vous nous proposez, c'est-à-dire qu'on a bien compris que dans l'environnement du sport, éviter de montrer ses failles, sa vulnérabilité pour ne pas transmettre aux joueurs de la peur qui nous appartient, c'est sûr que c'est intéressant. Et nous, on va faire l'inverse, c'est-à-dire que si on ne se prépare pas mentalement, c'est ce qu'on croit avec Laurent, et que justement on ne travaille pas sur nos peurs, à un moment donné, on aura beau dire des choses, on aura beau essayer de transmettre un message, le non-verbal et les émotions seront toujours plus puissantes et elles se transmettront. Donc peut-être qu'il y a un travail à faire sur soi. Allez, c'est parti alors. Le capitaine, il va être bon. Benji, est-ce que tu peux me citer le joueur qui te faisait rêver quand tu étais petit? Roger Federer. Roger Federer. Pourquoi? Ouais, son élégance sur le terrain, sa classe et surtout tout le travail qu'il y avait derrière pour faire paraître ça si facile. Quoi. Donc ça rejoint un peu ce que disait Stéphane dans le vestiaire. Le joueur, alors on arrive aujourd'hui, puisque toi aussi, tu as eu la chance de côtoyer aussi pas mal de grands joueurs, parce que tu as été sparring de quelques joueurs, et tu les as croisés aussi sur Monaco, tu as été à Roland, tu as été souvent à Wimbledon aussi avec tes parents. Le joueur que tu détestes sur circuit, que tu détestes, mais tu ne peux pas le voir. Ah, il y en a un paquet, mais je suis dur, moi. Ouais, mais cite-moi un seul. Tu sais, celui où on se dit « Ah, lui, il est sympa à la télé », puis finalement, ben non, en fait. Rune. Steph, elle est pour toi, celle-là. Ouais, je comprends. Je comprends. C'est sûr qu'il ne se fait pas que des amis quand tu le vois évoluer sur le terrain, quand tu le vois, il les provoque, c'est sûr. Rune. Benji, moi, quand j'étais petit, j'avais un match. Un match, je pense que Jérémy et Laurent vont dire le même que moi. Ton papa va dire le même que moi, qui nous a marqué. France-Allemagne 82. Est-ce que toi, tu peux ressortir un match où tu as ressenti, tu as fait les montagnes russes? C'est-à-dire, pendant le match, tu as dit, wow, mais c'est ça que je veux faire. Est-ce que tu te souviens d'un match? Tu peux nous rappeler un match qui t'a fait rêver depuis que tu regardes le tennis? Wow. T'as pas une référence? Non, il y a trop de matchs, il y a trop de finales, il y a trop de grandes finales. En plus, j'ai quand même grandi dans une époque où on a eu la chance d'avoir 3 titans du tennis où ils nous sortaient un match chaque demi, chaque finale. C'était un match de fou. Après, s'il y a une finale qui m'a marqué, c'est Nadal-Federer à Wimbledon, la première année où Nadal gagne. Parce que c'est la seule année où je vais voir Wimbledon en tant que fan de Roger et grosse défaite. Donc, voilà, tu l'as ton match. Deux dernières questions. Ton tournoi préféré? Wimbledon. Il y a madame à côté de toi ou pas? Non, je suis tout seul. Tu es tout seul. Bon, alors dis-nous la
la plus belle joueuse du circuit. Pour toi. Bon, pour le coup, celle que a dit Steph, tu l'as pas connue. Bah, franchement, moi déjà j'ai beaucoup de mal avec les joueuses de tennis. Il y a un blocage, ça doit être, je sais pas, mais tu vas te donner un nom là. La plus élégante, la plus jolie. Il y en a quand même. Je trouve pas. Quand même. Non, je te jure que j'en ai pas. J'en ai pas. Il a le droit de préférer les hommes. Hein. Je suis trop professionnel et je les vois pas comme ça. Je les vois vraiment pas comme ça et j'arrive pas. C'est ton droit, c'est ton droit. Ouais. Federer, il nous a dit la classe, l'élégance et tout. Tu vois, on sentait que les cheveux, ils commençaient à bouger et les femmes, il n'y a rien. Mais en tout cas, voilà. Moi, Je peux en poser une? Ouais. Le plus vicelard sur le terrain, c'est qui? Le plus vicelard, c'est moi. Ouais, c'est vrai. Kyrgios, j'ai envie de dire. Kyrgios. Steph? Moi, je pense que Federer était très vicelard. Je pense qu'il savait manipuler les joueurs, les arbitres, les gens, tous les acteurs d'un match. Tiens, je voudrais avoir votre avis. Je voudrais avoir votre avis à tous les deux. Le coup, peut-être vous n'allez pas être d'accord, et ça, c'est super intéressant, parce que ça, pour le coup, c'est un aspect mental où je me dis, putain, mais comment ils se font tous savoir? Djokovic, quand il commence à perdre un match, qui demande à rentrer au vestiaire, il ressort, il gagne le match. Racontez-moi. Tu veux y aller, Steph, ou j'y vais? Vas-y. C'est tellement, pour moi, c'est le coup qu'on a tous sorti à un moment, de toute manière. Et il est tellement connu, et pour moi, les joueurs se disent tellement, non, je sais qu'il est en train de me faire ce coup-là, il va pas me le faire, et je pense que c'est automatique, quoi. Il a tellement, ouais, tu tombes dans le panneau, même si tu sais qu'il y a le panneau, tu tombes dans le panneau. Après, il y a cette histoire où ça casse le rythme. Et il y a quand même au tennis, si t'es dans le rythme, quoi, t'enchaînes. Et là, s'il sent ça, ouais, il casse le rythme, il rentre dans la tête. Et même si on veut bloquer certaines pensées et on voit le panneau arriver, à un certain moment, et avec la pression, tu es obligé de rentrer dedans, quoi. Tu le prends en pleine gueule. Steph? Pour moi, c'est ça. Ouais, je pense que c'est pas le seul à faire ça. Maintenant, c'est devenu vraiment quelque chose d'assez courant. Les joueurs le font. Nadal va se changer à chaque fois au vestiaire. Tsitsipas, tous le font. C'est sûr que d'un point de vue, on va dire, stratégie, c'est sûr que de laisser l'autre sur le terrain à gamberger, comme on disait, c'est pas toujours plus facile de gérer les hauts que les bas. Un joueur qui passe du temps un peu sans jouer, ben, il se met à gamberger, il peut y arriver des peurs, il peut y arriver des émotions qu'il va avoir du mal à gérer, ne serait-ce qu'à la reprise, et puis donner une autre dynamique au match. Et puis pendant ce temps, lui, ben, il remet ses idées en place, il redémarre pour un nouveau match. Je pense que des fois ça gagne, des fois ça gagne pas. Je pense pas qu'il gagne à chaque fois grâce à ça non plus, et je pense pas qu'il gagne à chaque fois qu'il fait ça. Mais c'est sûr que le tennis, en l'espace de 10 minutes, un quart d'heure, il peut se passer tellement de choses, surtout sur les matchs en 5-7 pour les garçons, enfin 3-7 gagnants, 5-7. C'est sûr que quand il y a des moments où un joueur il joue mal, on va lui dire de ralentir au maximum le jeu pour que s'il a un quart d'heure où ça va mal, ben, qu'il perde le moins de points possible. Parce que d'ici un quart d'heure, 20 minutes, peut-être ça va aller mieux et puis il va enchaîner les points, il va les gagner. Donc on va lui dire de ralentir le jeu, de sortir, de faire appel au kiné. Ça fait partie un peu des choses et des moments à gérer dans un match aussi, ouais. En tout cas, j'ai jamais compris pourquoi il fallait pas faire de bruit, pas se moucher, pas internuer, pas bouger quand un joueur de tennis joue au tennis. J'ai jamais compris ça. Mais bon, bref. Et donc, je me tourne vers Laurent. Masquer ses émotions ou au contraire les exprimer? Moi, je trouve le débat intéressant. Et Laurent, il va peut-être aller chercher Benji aussi encore dans ses retranchements au niveau émotionnel, du coup. Merci, mon ami. Alors, on peut se poser la question. C'est vrai que ne pas montrer ses faiblesses est toujours utile parce qu'on se dit l'autre va en profiter. Mais imaginons une chose. On est tellement à l'aise avec nos émotions, on a tellement intégré nos peurs, tout ça, qu'on est copain avec, que sur le court,
on est capable de même jouer un rôle. Feindre la peur, feindre la tristesse, feindre... Et là, qu'est-ce qui se passe? Imagine, tu es capable de gérer tellement bien tes émotions que tu es capable de donner une croquette à l'autre en face, il croit qu'il en profite, il se fait avoir. Donc ça, c'est ce qu'on défend. Alors Benjamin, je vais peut-être être un peu moins sympa avec toi qu'avec ce que j'ai fait avec Stéphane. Mais bon, il y a une bonne raison. Il intègre notre formation en novembre. Donc, il va falloir le tester, le gamin. N'est-ce pas? Ben oui, vas-y. Allez. Il est chaud, Alors, il est chaud. Je te propose un jeu. Le Benjamin Campi, il reste là sur cette chaise. D'accord? Tu vas déplacer ta chaise sur la droite et tu vas laisser Benjamin sur ce côté. Ça te va? On commence bon. par ça. Allez. Maintenant, tu n'es plus Benjamin Campi. Tu es un sur-toi. Genre, quelqu'un qui a déjà vécu cette vie comme une âme supérieure de Benjamin Campi. Et tu regardes un peu, d'un peu plus loin, toute cette vie que tu as eue et qui va se passer. Telle qu'elle. Tu visualises la chose? Ouais. Ouais. Et donc là, du coup, tu as tous les enseignements de cette vie. Tu as ce qui s'est passé, et tout le recul nécessaire. Je voudrais que tu discutes maintenant avec le Benjamin de quel âge? 12, 13 ans? Qu'est-ce que tu lui dis? Pour la vie en général ou pour le sport? Alors, tu vois, c'est très facile ce genre de questions. Parce que tu as les premières réponses qui lui sont venues, tu me les livres. Qu'il faut qu'il développe sa niaque et son envie Alors, de... tu me parles pas à moi, tu lui parles à lui. Ah, directement? Ouais. Ah ouais, beaucoup moins sympa qu'avec Stéphane, effectivement. Ouais, il faut que tu développes la niaque parce que la vie, elle va te faire zéro fleur à aucun moment. Là, ça va être très dur pour arriver à... Peu importe ce que tu veux faire, il va falloir travailler plus dur que tous ceux qui t'entourent, à des moments où tu pensais pas devoir travailler, sur des choses que tu pensais pas devoir travailler non plus. Et ouais, il va falloir t'accrocher pour tout et avoir une rage de vaincre H24, quoi. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais au Benjamin Campi de 18 ans? De 18 ans. Ok. Ok. Ouais, j'essaie de me remettre où j'étais en fait à 18 ans. Donc j'étais aux États-Unis première année et je lui dirais que tu as travaillé pour arriver jusqu'à là, qui est déjà pas mal, mais qu'il faut aussi que tu respectes l'entourage qui t'a amené jusqu'à ici, les chances qu'on t'a données et que pour ces chances-là, il faut que tu continues à travailler encore plus dur et dans tous les domaines. Voilà. Que c'est pas une fin en soi et que c'est le moment où les portes vont s'ouvrir et qu'il faut redoubler d'efforts. Tu connais la suite. Qu'est-ce que tu dirais au Benjamin Campi d'aujourd'hui? Exploite les portes que tu t'es ouvertes. Celles qui sont fermées, t'en fais pas, ça se rouvre à un moment donné. Et exploite, mais surtout fais ce qui te plaît. Tu t'es ouvert assez de portes dans différents domaines et à différents niveaux pour pouvoir choisir ce que tu as vraiment envie de faire et tout en continuant à travailler plus dur que les autres, quoi. En tout cas, ça a été un réel plaisir de vous avoir, vraiment. Je pense qu'on a fait une très belle émission.
Merci Steph pour ton parcours et tout ce que tu as raconté, ta sagesse. Voilà. Benji, merci beaucoup de t'être ouvert pour nous et nous avoir fait partager un petit peu ton début de la fin de carrière de joueur et ton début de carrière d'entraîneur. Et je te souhaite bien évidemment plein de succès et surtout que tu prennes beaucoup de plaisir dans le monde d'entraîneur. Et crois-moi que c'est un monde exceptionnel parce que tu vois, moi aujourd'hui, j'entraîne pas et il y a un gros manque dans ma vie, mais ça fait partie aussi du métier d'entraîneur. C'est comme ça. De temps en temps, on doit faire face à ça aussi. Donc, en tout cas, merci à tous les deux. Ça a été un réel plaisir. Merci à vous. Merci pour votre invitation. C'était vraiment cool. Merci beaucoup. Merci les gars pour vos questions. C'était sympa. Vraiment. Avec grand plaisir. Et voilà, encore des belles stratégies de réussite et beaucoup d'apprentissage du côté des gens qui vont nous regarder, à comprendre un peu ces parcours. Laurent, si tu veux conclure. Allez, c'est toi dans la conclusion toujours. Le capitaine va conclure après. Ah, capitaine, tiens, on va conclure. Il nous manque le capitaine. Allez. Et alors, qu'est-ce qui se passe ici, hein? Oh là là, bon, moi, c'est le premier sport que j'ai fait, vous le saviez? Oh putain. À mes 6 ans, le tennis. Alors, capitaine, Benjamin, tu as un point commun avec le capitaine. Il est allé aux États-Unis, mais lui, football américain. Ouais, non, mais c'était au Canada, c'était aux États-Unis. Pareil, Canada, États-Unis, c'est la même. Ah, ok. Sympa. Oui, c'est vrai que c'est pareil. C'est à peu près le Canada est l'antichambre des États-Unis, surtout pour plein de choses. Le foot américain. Ouais. Oui, non, mais c'est vrai. Bon, après, au Canada, on joue à 12. Aux États-Unis, ils jouent à 11. Mais franchement, ouais, c'était une belle expérience. Et puis bon, on était à 3h30 de voiture de New York, donc on était souvent aux États-Unis, surtout les week-ends. Donc voilà. En tout cas, c'était une belle émission. Hein. J'ai bu vos paroles, des gens bienveillants, des gens gentils. Hein. Surtout Paul de Saint-Cernin en bas, j'aime bien. J'ai bien aimé son expérience. Vraiment, moi, ça me rappelait des choses. Hein. C'est vrai que de passer outre-Atlantique, des fois, ça change un homme. Hein. Puis là, 2 joueurs, il est passé entraîneur. Donc, c'est très, 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 très belle émission. En tout cas, pour ceux qui ont aimé l'émission, n'oubliez pas, vous mettez un pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, vous mettez 2 pouces en bas. Comme ça s'annule. Hein, et voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Et surtout, partagez la vidéo une fois que vous l'avez vue. Et ben voilà, il a buggy. Oh, même le capitaine, ça bug. Ah, le capitaine, quand même. Oh, il y a de la kryptonite. Ah, voilà. Ah bon? Il y a de la kryptonite. Ça y est, t'es revenu. Ouais, il y a de la kryptonite sur la pendant la connexion. Non, je disais, Monsieur Martini, est-ce que vous avez quelque chose à dire pour conclure? Tout va bien. Tout va bien? Merci à tous. Eh bien, merci à tous. Hein, je vous renvoie la balle et on se souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe quand est-ce que vous regardez cette émission. Générique de fin.